Bien le bonsoir mes pépites, on se retrouve pour une nouvelle rediff des lives Twitch, donc sur ma chaîne secondaire KM Makeup Rediff. Abonnez-vous parce que je vois que vous êtes plus de 30 000 à regarder mes rediffs, mais 2 000 abonnés sur la chaîne. C'est gratuit l'abonnement, allez-y. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, bon, pour ce live, le son, est mauvais. Toutes mes excuses, je ne sais pas ce qui s'est passé avec mon micro personnel, donc le son est pas très bon. Je ferai très attention pour le live de la semaine prochaine à ce que le son soit parfait. Voilà, mea culpa pour ça. Vendredi 17 octobre, il y aura Selim qui live avec nous en visio. Selim, c'est le fameux jeune homme qui a vécu des choses mais terrifiantes, qui nous a traumatisés en thread d'horreur il y a un mois, mes pépites. Il sera là, donc si vous pouvez, vendredi 17 octobre à 20h30, on est en live Twitch. Venez, ça va être trop cool. Et si vous pouvez pas être là, etc., il y aura forcément la rediff sur YouTube la semaine d'après. Voilà, abonnez-vous, apportez de la force, et puis bah, je vous laisse pour la rediff. Sachez que ce live-là, alors l'histoire est vraiment longue, mais par contre elle est très intéressante. Je vous conseille quand même de rester jusqu'à la fin parce qu'il y a des éléments à la fin de la vidéo qui sont terrifiants. Enfin bref, je parle pas plus et je vous laisse avec l'histoire de la pépite. Petite ambiance tamisée, petite ambiance feu de camp, on va se raconter des petites histoires paranormales. J'espère que vous êtes toutes prêtes. Est-ce que tu es prête, ma pépite, à nous raconter ton histoire paranormale? Bah écoute, moi je suis totalement prête en espérant que je vais vous faire vivre votre meilleure expérience avec mon histoire paranormale. Bah alors écoutez, enchantée à tous, je m'appelle Was, c'est mon petit surnom. Aujourd'hui, si je suis là, c'est pour vous raconter mon histoire paranormale. Enfin, ça concerne plutôt ma tante maternelle. Malheureusement, ma tante maternelle a eu une vie très compliquée à cause d'une certaine personne, d'une certaine voisine. Et du coup, bah, je vais vous raconter son histoire qui dure depuis maintenant plus de 20 ans, je dirais même plus de 30 ans. Ma mère, elle a une très grande famille. Masha'Allah, elle a vraiment beaucoup de frères et sœurs. Et l'histoire commence d'elle, en fait. Et vous allez comprendre pourquoi ça a terminé sur ma tante. Voilà. Alors, un jour, ma mère et une copine à elle, une très bonne copine à elle, elles étaient dehors en train de faire une petite balade, etc. Et elles ont croisé le voisin de ma mère. Ma mère, avec sa famille, habitait au troisième étage et ce fameux voisin habitait au cinquième étage, dans le même bâtiment. Elles sont sorties dehors, du coup, ma mère et sa copine, et elles ont croisé ce fameux voisin qui, dans son camion de fonction, avait un mouton à l'intérieur. Ma mère et sa copine se sont dit: «Bon, c'est bizarre, pourquoi est-ce qu'il a un mouton? On comprend pas trop». Et en fait, ce fameux voisin, il a regardé ma mère et cette copine et il leur a dit: «Écoutez-moi bien toutes les 2. Si un jour, j'apprends que mon patron a appris que moi, j'avais mis un mouton à l'intérieur de ce camion, vous êtes 2 filles mortes». Il les a menacées. Ma mère, elle l'a regardé et elle lui a dit: «Honnêtement, moi, je m'en fiche, fais ce que tu veux. En plus, je sais que c'est pour une fête religieuse, donc la fête s'appelle l'Aïd, donc fais ce que tu veux. Honnêtement, moi, ça m'est égal». Et il faut savoir que cette fameuse copine n'était pas musulmane. Donc pour elle, c'était quand même assez choquant de voir un truc de ce style, donc de voir un mouton, dans un camion de fonction. Il y a Agathe qui te demande si c'est un mouton qui est vivant. Alors honnêtement, je n'ai pas de détails là-dessus. Ma mère m'a raconté, mais je pense que ça l'a tellement traumatisée qu'elle a pas vraiment, pensé à me raconter vraiment tous les détails. Ok. Mais ouais, je pense qu'il était vivant. Je pense pas qu'il non, ouais, je pense qu'il était vivant et qu'il venait juste de récupérer de la montagne, vous savez? Avant de tuer un mouton, on va soit à la montagne, soit dans une ferme, où on récupère le mouton et on le tue, en fait, à la maison, quoi. À l'époque, ça se faisait comme ça. Maintenant, on n'a plus trop le droit, c'est devenu interdit. Mais en tout cas, à l'époque, c'était comme ça. Enfin bon, du coup, à ce moment-là, quelques jours passent et malheureusement, ce fameux voisin, en fait, s'est fait virer de son travail parce que son patron a appris que justement, il avait ramené un mouton de l'Aïd dans son camion. Donc ma mère, un jour, elle était chez elle, elle faisait sa petite vie tranquille et là, elle entend quelqu'un toquer à la porte. Ça toque super fort, on entend des cris derrière. Donc ma mère se lève, elle va ouvrir la porte et elle voit ce fameux voisin enragé. Il prend ma mère, il l'insulte de tous les noms et il va pour lui lever la main dessus pour la frapper. Sauf qu'à ce moment-là, mon grand-père se lève et il prend la défense de ma mère. Donc il engueule ce fameux voisin. Il faut savoir que ce voisin s'entendait super bien avec la famille de ma mère à la base. Donc mon grand-père était très choqué et il lui a dit: «Pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi est-ce que tu menaces ma fille? Pourquoi est-ce que tu veux frapper ma fille?» Et ce fameux voisin a clairement dit à mon grand-père: «Je vais mettre la misère à toute ta famille. Que ce soit tes filles, tes fils, toi, ta femme, vous êtes tous finis».
Mon grand-père lui demande: «Mais explique-moi ce qu'il se passe. Pourquoi est-ce que tu réagis comme ça? Qu'est-ce que ma fille t'a fait? Je l'engueulerai si jamais elle a fait quelque chose de mal». Le fameux voisin raconte du coup à mon grand-père qu'il s'est fait virer de son travail parce que quelqu'un avait balancé à son patron qu'il avait ramené un mouton dans son camion de fonction. Ma mère, très surprise, elle dit à son voisin que ce n'est pas elle qui a raconté ça. Mais le voisin était sûr que ma mère mentait. Ma mère lui disait: je te jure, ami», elle l'appelait tonton en arabe, «je te jure que c'est pas moi. C'est pas moi qui t'ai balancé. C'est peut-être ma copine qui était avec moi car elle n'est pas musulmane. Et peut-être que ça l'a choquée et qu'elle a dû en parler à quelqu'un autour d'elle et que ce quelqu'un a dû en parler à ton patron. Mais je te promets que ce n'est pas moi». Malheureusement, il était trop aveuglé pour croire ma mère et essayer de comprendre et essayer de l'écouter. Pour lui, ma mère, c'était elle qui l'avait balancé et donc c'était à cause d'elle qu'il avait perdu son travail. Depuis ce jour, il s'est passé plein de choses. Quelques jours après, ma tante, qu'on va appeler M, elle rentre chez elle et en fait, en rentrant chez elle, elle avait vu quelque chose par terre de mouillé. Mais bon, elle a pas vraiment fait attention, elle s'était dit que c'était peut-être quelque chose, comme de l'eau que ma grand-mère, elle avait mis pour nettoyer, devant la porte ou quoi que ce soit. Elle est passée clairement au-dessus, ça a été la première à passer au-dessus. Elle est rentrée chez elle, elle a fait sa petite vie, voilà, et les jours passent et ma grand-mère voit que ma tante, elle a un comportement assez différent de d'habitude. Elle fait beaucoup de cauchemars. Elle dit qu'elle voit des ombres, elle dit qu'elle entend des voix. Ces ombres, on pourrait les caractériser par des ombres très grandes, un homme, une femme, noire, qu'elle voyait au coin des murs de sa chambre. Puis ensuite vient le tour de mon autre tante, qu'on va appeler R. Elle aussi voyait des ombres. Elle voyait des ombres noires pareilles dans les coins de la chambre, au niveau de la salle de bain, des toilettes. Elle entendait des bruits, elle entendait des voix l'appeler. Elle voyait des gens à l'intérieur de la maison. Mes deux tantes, M et R, voyaient des gens à l'intérieur de la maison. Elles voyaient des gens, mais qui n'étaient pas vraiment des gens. En fait, c'était des gens de la famille. Elles voyaient leur mère, elles voyaient leur père, elles voyaient leurs frères, leurs sœurs, leurs tantes, leurs cousins, leurs cousines. Sauf que mes tantes savaient que ce n'étaient pas vraiment leurs cousines, leurs tantes, leurs frères, leurs sœurs. Tout simplement parce que ce n'étaient pas réellement leurs frères, leurs sœurs. C'était des djinns, bismillahir rahmanir rahim, qui sont venus chez eux et qui se sont mis sous la forme de leurs frères et de leurs sœurs. Comment est-ce qu'elles ont compris ça? Un jour, ma grand-mère était sortie avec tous ses enfants, sauf 3 personnes, donc ma mère et ma tante M, ma tante R. Et ma tante M, elle a entendu quelqu'un l'appeler. Elle pensait que c'était l'une de ses sœurs, donc elle s'est levée et elle est partie les voir. «Oui, vous m'avez appelé. Non, pas du tout. On t'a pas appelé. Ah bon, pourtant j'ai entendu quelqu'un m'appeler. Ah non, on te promet que c'est pas nous. Bon, c'est bizarre». Puis à un moment donné, ma grand-mère sent qu'il y a un truc qui va se passer. C'est l'instinct maternel. Donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle rentre, elle laisse ses enfants dehors, donc ils étaient quand même, assez grands pour, jouer dehors tout seuls. Mon grand-père était de travail à ce moment-là. Elle rentre et ce qu'elle voit, ça l'a terrifiée. Elle voit ma tante M, allongée par terre, les yeux blancs, en train de crier et de se griffer le corps entier, de se griffer le visage avec une autre voix que la sienne. C'est à ce moment-là que ma grand-mère a vraiment compris qu'il y avait quelque chose qui se passait qui était bizarre. Parce que mes tantes s'étaient plaintes plusieurs fois parce qu'il y avait beaucoup, de petites choses comme ça, vous savez, les ombres, les voix, et cetera. Mais elle s'était dit: «Bon, peut-être que c'est juste psychologique, peut-être qu'elles traversent un petit truc, qui fait qu'elles sont pas bien psychologiquement». Et elles ont vu ma tante M être dans cet état, ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont décidé, de chercher, un raki. Donc pour celles qui ne savent pas, qui ne connaissent pas, un raki, c'est, on va dire un exorciste. Voilà, clairement, il est là pour, exorciser une personne, donc c'est une personne musulmane, avec, des sourates. Donc il y a des sourates spécifiques, à cela. Mais, en fait, cette personne-là, donc ce fameux raki, c'était un voisin à ma grand-mère. Encore une fois, un autre voisin. Donc, elle toque chez lui, elle l'appelle, elle lui dit: «Écoute, faut vite que tu viennes à la maison là, il y a ma fille, je crois qu'elle est possédée, il faut que tu viennes à la maison, que tu fasses une intervention quoi, que tu fasses clairement un exorcisme». Donc, ce fameux voisin, vous comprendrez, n'est pas du tout, ce que l'on pensait et est monté chez ma grand-mère, a essayé de faire un soi-disant exorcisme à ma tante. Ma tante s'est calmée à ce moment-là, mais ma grand-mère, elle le sentait pas. Ma grand-mère, elle le sentait pas, elle avait dit à ma mère qu'elle ne le sentait pas parce qu'il récitait des sourates, certes, sauf que ma grand-mère, masha'Allah, elle connaît le Coran par cœur. Donc elle entendait que dans les sourates que ce fameux voisin
racontait, enfin récitait, il y avait des passages qui étaient modifiés. Mais bon, elle s'est dit peut-être que sur le coup de la panique et du stress de voir ma fille comme ça, peut-être que, j'ai mal entendu et qu'elle récitait le Coran à la perfection. Donc elle s'est pas plus posé de questions que ça. Le voisin repart chez lui, il n'explique rien à ma grand-mère, il ne lui dit rien, il ne lui dit ni: «Il faut que ta fille elle fasse ça pour se guérir», ni ci, ni ça, ni ci, ni ça. Donc ma grand-mère, elle trouve encore plus ça bizarre. Enfin bref. À ce moment-là, les jours passent, les semaines passent. Il faut savoir que ce fameux voisin, il a des filles. Ses filles sont très amies avec, mes tantes, donc ma tante M, ma tante R. Après j'ai d'autres tantes aussi, mais elles sont pas vraiment, concernées par cette histoire, donc on va pas les citer, c'est inutile. Et ce fameux voisin, du coup, il a des filles et ces filles-là sont amies avec, mes tantes. Ce qu'il faut savoir, c'est que ma mère m'a raconté que, ces fameuses, filles prenaient en fait toutes les informations, sur la famille de ma mère. Donc comment s'appelait, leur grand-mère à elle, comment s'appelait leur grand-père, hem, plein de petits détails en fait qui n'avaient pas lieu d'être en fait. Malheureusement, mes tantes, elles leur disaient tout parce que pour elles, c'était vraiment des bonnes amies. Elle leur confiait tout, elle leur prêtait des vêtements, elle leur prêtait des bijoux, elle leur prêtait, des petits objets comme par exemple un élastique avec, certains cheveux à l'intérieur, enfin dessus et cetera. Et au fur et à mesure, du temps, ma grand-mère, pareil, continuait à voir que l'état de mes 2 tantes, donc ma tante M et ma tante R, s'empirait. Ça s'empirait tellement qu'elle faisait des crises de possession, très, très souvent. Un jour, ma grand-mère reçoit l'assiette, de ce voisin, une assiette de nourriture, donc c'était, un couscous et toi, Cam, je pense que tu connais, c'était, un couscous avec, l'uzbek, donc je suis tunisienne, donc c'est pour ça que je t'ai dit ça et ma grand-mère coupe, en fait, ce fameux uzbek, donc c'est quelque chose, en fait, qui est rond et je préfère, en fait, bien préciser à quoi ça ressemble pour que vous essayiez de vous mettre dans la tête comment est-ce que on a découvert quelque chose à l'intérieur. Comment est-ce que ma grand-mère a découvert quelque chose à l'intérieur. Ça a la forme, clairement d'une petite boule, en fait, clairement, qui est entourée avec, des fils, à coudre et à l'intérieur, il y a de la viande, il y a du foie, du coup, du mouton et cetera, du riz et tout ça. Donc comme je vous ai dit, un jour, ma grand-mère, elle reçoit ce plat de cette, fameuse, voisine et tout le monde mange. Tout le monde mange. Celle qui mangeait le plus de ces plats à cette voisine, c'était ma tante M. Et c'est pour ça que c'était elle qui était, du coup, ensorcelée plus que les autres. Et donc ma grand-mère, un jour, elle coupe ce fameux Usbel et à l'intérieur, elle voit de la sorcellerie. Je ne saurais vous dire à quoi ressemblait la sorcellerie parce que ma grand-mère ne l'a jamais décrite à aucune de mes tantes. Peut-être qu'elle voulait les préserver de ça, mais en tout cas, elle n'a jamais voulu décrire ce qu'il y avait à l'intérieur et ce qu'elle a fait, c'est que du coup, elle a dit: «Stop, personne ne mange, je vais jeter les plats à la poubelle». Les enfants se disaient: «Bon, c'est bizarre, pourquoi est-ce que tu veux jeter un plat? Il est bon, franchement maman laisse-le quoi à table». Ma grand-mère leur a dit: «S'il vous plaît, écoutez-moi, faites-moi confiance, je sais ce que je dis, je sais ce que je fais, je vais jeter le plat et à partir de maintenant, si l'une de ces filles viennent vous voir, surtout à vous mes filles, je vous parle à vous, si l'une de ces filles viennent vous voir en vous demandant des informations assez spéciales ou en vous demandant des affaires à vous, donc vêtements, chouchous, vestes et cetera, chaussures, ce que vous voulez, vous ne leur prêtez rien». Mes tantes, elles étaient quand même jeunes à ce moment-là, elles étaient adolescentes, donc elles avaient environ, 14-15 ans. Là, actuellement, elles ont toutes, presque la cinquantaine. C'est pour vous dire à quel point ça dure depuis des années. Mais par curiosité, elles ont Donc bon, trouvé quoi dans le plat, dans leur husband? Qu'est-ce qu'elles ont trouvé? de la sorcellerie. Alors comme j'ai dit, je pourrais pas te décrire exactement parce que ma grand-mère n'a jamais voulu expliquer et n'a jamais voulu détailler ce qu'elle a vu, tout simplement, voilà et du coup, à ce moment-là, elle leur dit aussi: «Si jamais vous voyez qu'un jour je suis pas là ou quoi et qu'elle vous descend un plat, de la nourriture, vous prenez le plat, vous faites comme si de rien n'était. Vous faites vraiment comme si de rien n'était, comme si vous avez jamais rien su. Vous dites merci, voilà, vous la remerciez, vous faites style et cetera. Vous fermez la porte et vous jetez les plats à la poubelle». Mes tantes, elles leur disent: «Mais nous, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu ne veux pas qu'on mange ces plats?» Ma grand-mère, pardon, leur explique. Elle leur dit: «Écoutez, j'ai trouvé de la sorcellerie dans le plat, il faut plus que vous mangez ça parce que vous avez été atteinte de sorcellerie et c'est pour cette raison que toi et toi», donc en parlant de ma tante M et de ma tante R, «vous êtes possédées». Mes autres tantes, y compris ma mère, elle leur dit: «Mais comment ça se fait que tante M et enfin ma sœur M et ma sœur R sont possédées et nous, nous n'avons rien?» Ma grand-mère, elle leur a clairement dit: «Écoutez, en islam, donc je préfère aussi préciser pour celles qui ne savent pas, en islam, le bon Dieu accepte ce qu'il veut et refuse ce qu'il veut à qui il veut. Ça veut dire si le bon Dieu a accepté d'accepter la sorcellerie à cette personne-là sera ensorcelée. Si Allah, donc le bon Dieu, a décidé de refuser que cette sorcellerie touche cette personne, elle ne touchera pas cette personne. Là, en l'occurrence, malheureusement, c'est tombé sur toi et sur toi, donc sur ma tante M et ma tante R, mais pas sur vous. Et Dieu merci.
Il y a juste Dina qui te Et demande là, si ça se passe en Tunisie. non, ça s'est passé en France. Ok. Ça s'est passé en France. Ma mère, elle est née en France, toutes ses sœurs sont nées en France, ses frères aussi. Ça s'est passé en France. Voilà. Alors, à ce moment-là, donc, ma grand-mère, quand elle comprend que c'est de la sorcellerie, elle essaye de se renseigner un peu, à droite à gauche, chez des proches, pour voir s'il n'y a pas, de raki. Et là, vous vous dites: «Mais attendez, ta grand-mère, elle avait déjà appelé un premier raki, pourquoi est-ce qu'elle ne le rappelle pas?» C'est là que tout commence. Un jour, mon grand-père, il va voir ma grand-mère, il lui dit: «Écoute, j'ai trouvé un raki, un bon raki, qui pourra sauver tes filles et surtout tante M, ma tante M». Ma grand-mère, elle lui fait confiance, elle lui dit: «Écoute, je te fais confiance, vas-y, prends-la et emmène-la». Je ne sais pas pourquoi mon grand-père a récupéré seulement ma tante M et pas ma tante R, mais en tout cas, voilà, il a récupéré seulement ma tante M et il l'a emmenée du coup chez ce fameux raki. Sauf qu'en fait, ma grand-mère, elle ne savait pas que mon grand-père l'avait emmenée déjà chez le raki que ma grand-mère avait déjà appelé au début. Tout en sachant que ma grand-mère ne voulait pas en fait emmener ma tante là-bas parce qu'elle ne sentait pas ce fameux, raki. Donc mon grand-père va chez ce fameux raki avec, ma tante. Ma tante, il va chez lui avec mon grand-père et ce fameux raki lui dit: «Écoute, pour pouvoir te guérir, il va falloir que tu me fasses des vêtements à toi». Ma tante le regarde et lui dit: «Mais tu n'as pas besoin de vêtements à moi pour me faire de l'exorcisme». Elle était quand même renseignée sur le sujet et savait que le Raki n'est pas censé demander à une personne qu'il doit exorciser des vêtements à elle. Il n'est pas censé demander ni le prénom de sa mère, ni le prénom de son père. Il n'est pas censé dire qui a fait la sorcellerie. Il n'est vraiment pas censé savoir tout ça et demander tout ça. Donc ma tante, ça, elle le savait et elle lui a dit: «Mais tu n'es pas censé me demander tout ça. Donc non, je ne veux pas que ce soit toi qui m'exorcise. Je veux que ce soit quelqu'un d'autre». Donc ma tante, elle est partie voir mon grand-père et elle lui a dit: «S'il te plaît, papa, enlève-moi de là, je ne veux pas rester avec lui, c'est un charlatan, il ne faut pas que je me fasse exorciser par lui». Ce fameux Raki, qu'est-ce qu'il a fait? Mauvaise personne qu'il est, il a commencé à réciter. Il a commencé à réciter sans l'avis de personne, sans l'avis de ma tante, sans l'avis de mon grand-père. Et ma tante commençait, à réagir bizarrement. Elle commençait à avoir la voix d'un homme, elle commençait à se griffer, elle commençait à crier. Et ce fameux Raki disait à mon grand-père: t'inquiète pas, ta fille, elle va guérir, c'est moi qui vais la guérir. Je la soigne par le Coran, je la soigne par des sourates». Mon grand-père ne voyait pas vraiment le mal à ce moment-là. Puis à un moment donné, ma tante, je ne sais pas comment vous expliquer, mais elle a arrêté en fait cette petite phase de possession s'est calmée et elle regarde mon grand-père et elle pleure et elle hurle: «S'il te plaît papa, fais-moi partir d'ici. Je sais que ce n'est pas un vrai Raki, c'est un charlatan, je t'en prie papa, fais-moi partir». Lorsqu'elle dit cela, vous savez ce que le charlatan lui a dit à mon grand-père? Il a regardé mon grand-père droit dans les yeux et il lui a dit: «N'écoute pas ta fille, c'est pas elle qui parle. C'est pas elle qui parle, c'est Céline qui parle». Alors que non, c'était réellement ma tante qui parlait. C'était réellement ma tante qui disait à mon grand-père: «Papa, s'il te plaît, viens, on part. Ça n'est pas un vrai Raki, c'est un charlatan». Malheureusement, mon grand-père regardait ma tante avec indifférence, il lui disait: «Je sais que c'est pas toi, je sais que c'est pas ma fille qui parle. T'inquiète pas, on va vite vous faire sortir de là». Le Raki continuait à faire son exorcisme. Ma tante hurlait, hurlait, hurlait et elle me disait à moi, parce que du coup, elle m'a raconté ça quand elle était du coup beaucoup plus âgée et elle m'a dit: «Je hurlais Wissal parce que je souffrais de l'intérieur, je savais que ce n'était pas, en fait, un vrai Raki». Donc bref, cette séance d'exorcisme se termine et malheureusement, l'état de ma tante empire. Elle fait des crises de possession tous les jours. Elle se fait étrangler. Donc un jour, elle était, en face de ma mère et en fait, elle mangeait. Elle mangeait et elle était toute bleue. Elle commençait à devenir rouge, bleue, violette. Ma mère pensait que ma tante était en train de s'étouffer, étant donné qu'elle était en train de manger. Mais ma tante savait qu'elle ne s'étouffait pas. Donc ma mère essaye de lui faire les quelques tapes dans le dos, les manœuvres pour, sauver quelqu'un de l'étouffement, sauf que ma tante la regarde et lui dit: «Non». En gros, avec les mains, elle lui fait des signes: «Je ne suis pas en train de m'étouffer. Je ne suis pas en train de m'étouffer, quelque chose est en train de m'étrangler». Ma mère, malheureusement, elle ne comprenait pas à ce moment-là ce que c'était, parce que ma tante n'avait pas vraiment parlé à ses sœurs et à sa mère parce elle avait peur qu'on la prenne pour une folle. Parce que certes, elle avait eu quelques signes de possession, mais l'étranglement, ça, elle s'est dit: «Bon, on va vraiment me prendre pour une folle, donc je vais jamais en parler». Malheureusement, elle n'a jamais parlé à personne et du coup, ma mère, malheureusement, bah, elle comprenait pas que ma tante, elle n'était pas vraiment en train de s'étouffer et que c'était par rapport vraiment à la possession, enfin à la possession, à l'étranglement que ces fameux djinns lui faisaient. Et en fait, quand, ma tante, est revenue à elle, elle l'a regardée, elle lui a dit: «Écoute, je vais te dire un truc et je vais le dire aussi à maman, mais c'était pas un étouffement. Quelqu'un était en train de m'étrangler». Ma mère, prise de panique, lui dit: «Comment ça, quelqu'un était en train de t'étrangler?» Et ma tante lui dit: «Oui, tous les jours, quelqu'un m'étrangle, soit quand je mange, soit quand je dors».
soit quand je marche, soit quand je rigole, soit quand je fais peu importe ce que je fais, il y a quelqu'un qui va m'étrangler. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas qu'une seule personne qui m'étrangle, c'est 2 personnes qui m'étranglent. Comme si c'était des forces, mais inhumaines, inhumains, je sais pas, désolée pour les petits trucs de phrase, j'ai un peu de mal, mais bon voilà. Donc ma mère est très inquiète, c'est la plus grande de la famille, enfin la plus grande des femmes de la famille, ni une ni deux, elle va voir, ma grand-mère et mon grand-père et elle leur raconte. Elle leur raconte: «Voilà, vous savez que, ma sœur M, me dit qu'elle se fait étrangler au point où, elle est à 2 doigts de s'évanouir. Il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Amenez-la en Tunisie pour qu'elle se fasse exorciser». Donc écoute, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont emmenée en Tunisie. Ma mère m'a pas raconté vraiment tous les détails, mais voilà, ils l'ont emmenée en Tunisie et malheureusement, elle est encore tombée sur un deuxième charlatan. Elle s'est faite exorciser, chez eux. Donc chez eux, au bled, ils ont une maison et pareil, comment est-ce qu'ils ont su que c'était un charlatan? C'est parce que c'est passé exactement la même chose qu'en France. Donc ce fameux, Raki lui a dit: «Écoute, ramène-moi, un foulard à toi, ramène-moi ça à toi, ramène-moi ci de toi, ramène-moi ça de toi» et pareil, c'est passé exactement la même chose que la première, le premier exorcisme. Ma tante disait à mon grand-père et ma grand-mère qui étaient tous les 2 présents cette fois-ci: «S'il vous plaît, faites-moi sortir d'ici, ça n'est pas un vrai raki. Je sens que c'est pas un vrai raki et là, c'est moi qui vous parle, ce n'est pas eux qui vous parlent, c'est moi, donc ne croyez pas ce qu'eux, ils vont vous dire». Malheureusement, le raki a réussi à retourner le cerveau de mon grand-père et de ma grand-mère et en gros, il leur a dit: «Non, n'écoutez pas votre fille, ce n'est pas elle qui parle». Pourtant, c'était sa vraie voix, c'était pas la voix d'un homme ou la voix d'une femme ou c'était pas une voix effrayante qui parlait, c'était clairement ma tante. Mais mon grand-père et ma grand-mère, malheureusement, ils ont été, aveuglés par ce que le raki leur disait. Donc voilà, les jours passent, les jours passent, les jours passent, les jours passent, les années passent, toujours crise de possession, crise de possession, crise de possession, crise de possession, sur possession, sur possession, sur possession. Un jour, ma tante, elle repart au bled. Elle repart au bled parce qu'elle en a marre de tout ça, elle aimerait bien se marier, avoir des enfants et elle trouve le raki. Elle trouve le raki, un vrai raki, ça n'est pas un faux raki. Parce que lui, par exemple, il ne demande pas si, ta mère s'appelle untel, si ta mère son père si son père s'appelle comme ça. Il ne lui demande pas de lui rapporter des vêtements, de lui rapporter, un élastique avec un peu de cheveux. Il ne lui demande rien du tout. Il lui dit juste: «Viens avec un mahram à toi». Donc pour les pépites qui ne parlent pas arabe, un mahram, c'est une personne avec qui, ma tante ne peut pas se marier. Donc c'est ses oncles paternels, ses oncles maternels, son père, ses frères. Donc c'est mon grand-père qui était présent à ce moment-là, encore une fois et ce raki, en fait, a découvert qu'elle avait mangé de la sorcellerie. Et est-ce que vous vous souvenez du moment où je vous ai raconté au début, lorsqu'elle a marché jusqu'à chez elle, qu'elle est rentrée sur le pas de la porte et qu'elle avait vu de l'eau par terre? Eh ben, en fait ouais, eh ben, en fait, cette eau, c'était de la sorcellerie qui était déposée devant la porte de ma grand-mère et malheureusement, c'était pour ma mère. Le raki, il a dit: «Écoutez, cette sorcellerie à la base, elle n'était pas pour votre, fille M, mais elle était pour votre autre fille N». On va dire N comme, nougat, OK? Comme ça, vous comprenez un peu les lettres parce que c'est des lettres qui se ressemblent beaucoup. Donc madame N, c'était ma mère. Cette sorcellerie, elle lui était dédiée. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il s'est passé quelque chose avec ce fameux voisin. Ce fameux voisin, il avait tellement les nerfs, la rage contre votre fille, N, qu'il a voulu lui détruire la vie. Donc, sachez qu'à la base, tout ce que ma tante M a vécu dans sa vie, c'était ma mère qui devait le vivre. Tout ça parce que ce fameux voisin ne croyait pas ma mère lorsqu'elle lui disait: «Je te promets que ce n'est pas moi qui ai balancé que tu avais un mouton dans ton camion». Du coup, on a su pourquoi ma tante a été ensorcelée, qui avait fait ça. Et du coup, chaque année, ma tante, allait en Tunisie pour se faire soigner, pour essayer de se faire soigner. Malheureusement, vu que ça faisait déjà quelques années que ça traînait et ben, en fait, les djinns qu'elle avait en elle, prenaient de l'ampleur au fur et à mesure, des années, donc prenaient de la force en elle au fur et à mesure des années. Du coup, ma tante, malheureusement, ça a affecté sa santé. Donc, elle tombait très souvent malade, elle avait très mal aux os, franchement, elle avait beaucoup de problèmes de santé qu'on ne pouvait pas expliquer à l'hôpital. C'était des graves problèmes de santé. Elle allait à l'hôpital, elle essayait de se faire diagnostiquer, mais malheureusement, on ne trouvait rien. Dans les radios, on ne trouvait rien, dans les CRM, on ne trouvait rien. Peu importe ce qu'elle faisait, rien ne passait. Peu importe ce qu'elle prenait, rien ne passait. Elle avait toujours, ses problèmes, ça ne passait pas et au fur et à mesure du temps, en fait, ça empirait, ce qui fait qu'elle a développé de très graves maladies. Jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, elle les a toujours et malheureusement, ça empire, encore et encore. Donc, on va faire un petit bond dans le temps parce que à ce moment-là, rien d'intéressant se passe, mis à part le fait que ma tante, continue à être possédée et tout ça. Elle se marie. Elle se marie avec, quelqu'un et elle déménage. Donc elle reste dans la même ville que ma grand-mère, à 10 minutes de chez ma grand-mère. C'était des nouveaux immeubles. Elle déménage là-bas, elle fait sa petite vie avec son petit mari et puis, un jour, elle descend
en bas de chez elle et elle voit cette fameuse famille, ces fameux voisins, ces fameuses filles. Elle se dit: «Mais qu'est-ce qu'ils font là? Pourquoi est-ce qu'ils sont venus jusqu'à devant chez moi?» Elle commence à paniquer, chose qui est totalement compréhensible, la pauvre. Donc elle leur demande, elle fait style qu'en fait, elle ne sait pas que c'est eux qui ont fait ça. Elle fait style qu'elle ne sait pas du tout, qu'elle fait vraiment semblant pour pas encore attiser plus de choses, attirer plus de choses et se manger plus de choses. Donc elle fait comme si de rien n'était, et elle dit bonjour à ses fameux voisins. Elle leur dit: «Bonjour, vous allez bien? Oui, alors qu'est-ce que vous faites ici?» et cetera. Est-ce que vous savez ce que ces fameux voisins ont dit? «Ben, en fait, on a déménagé, on a voulu vivre ici maintenant». Ma tante, elle leur dit: «Mais comment ça, vous avez déménagé?» «Oui, ça ne nous plaisait plus là où on était, à côté de chez ta grand-mère, du coup on voulait déménager ici, voilà, au moins on est encore proche de toi». Donc ma tante, en fait, elle comprend que là, il y a un problème qui se passe, c'est pas possible. Comment ça, vous déménagez comme par hasard dans le même immeuble que moi? Bon, elle fait mine de rien, elle remonte chez elle. Elle appelle ma grand-mère et elle leur dit: «Est-ce que tu sais qui est venu déménager? Enfin, qui est venu et qui a déménagé et qui va venir dans mon immeuble?» Ma grand-mère lui dit: «Oui, oui, je sais très bien qu'il va déménager». Elle est venue me voir, elle a toqué chez moi, elle a dit: «Écoute, vous avez fait virer mon mari de son travail. Mon mari vous a dit que vous allez le regretter. Eh ben, vous allez le regretter jusqu'à la fin de votre vie. On va déménager. Et tu sais où est-ce qu'on va déménager? On va déménager là où ta fille a déménagé, là où ta fille s'est mariée». Ma grand-mère lui a dit: «Pourquoi est-ce que tu fais ça?» Cette femme, elle lui a dit: «Écoute, elle a gâché la vie de mon enfin, l'une de tes filles a gâché la vie de mon mari. Il n'a plus de travail, il n'arrive pas à en trouver, depuis ce moment-là, il n'arrive plus à en trouver. Donc moi, je vais gâcher la vôtre». Ma grand-mère lui a dit: «OK, alors, je comprends pas pourquoi est-ce que c'est cette fille-là qui a tout eu et pas mon autre fille». Cette fameuse voisine lui dit: «Écoute, moi, j'ai juste déposé quelque chose devant votre porte. La première qui est venue, c'était madame M, c'était votre fille M. Malheureusement, ça tombe sur elle, ça tombe sur elle. Mais ne croyez pas que votre autre fille, madame N, ne va rien avoir. Sachez qu'elle aussi va souffrir dans sa vie et je vous le dis». Ma grand-mère, elle était vraiment prise de panique. Elle a clairement fermé la porte. Elle pleurait. Elle pleurait les larmes, toutes les larmes de son corps. Elle se disait: «Mais elle va détruire ma famille, elle va détruire mes filles, elle va tuer mes filles, elle va tuer mes filles». Mais elle voulait pas le dire à ma tante, en fait, que cette fameuse voisine avait déménagé. Clairement, elle avait pas envie de lui faire peur, elle avait pas envie de la faire paniquer, donc elle n'a jamais voulu, me raconter ce qui s'était passé avec cette fameuse voisine, cette altercation qu'elles ont eue toutes les 2. Donc voilà. Donc ma tante apprend du coup à ce moment-là qu'elle a déménagé et cetera, mais elle fait comme si de rien n'était. Elle fait comme si de rien n'était et en fait, les jours passent, les mois passent, les années passent et elle voit en fait à chaque fois des choses devant sa porte. Donc c'était peut-être soit de l'eau qui était sur sa poignée, donc je pense que vous avez tous compris que c'était de l'eau, ensorcelée, hein, c'était clairement de la sorcellerie. De l'eau au pas de sa porte, de la nourriture jetée sur sa porte, de la nourriture jetée au pas de sa porte également. À côté de sa porte, elle avait une cave, ma tante. Elle allait dans cette cave, elle allait dans la cave de ma tante et elle jetait plein de trucs à l'intérieur. Elle déposait des trucs de sorcellerie à l'intérieur. Donc ma tante, elle a pas réussi à avoir des enfants tout de suite, elle a eu du mal à avoir des enfants, malheureusement, jusqu'au jour où, par miracle, grâce au bon Dieu, elle a réussi à avoir, son premier enfant. Dieu merci, il ne s'est rien passé avec ce premier enfant. Je pense que enfin, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, c'est bizarre, elle s'est peut-être dit: «Je vais la laisser tranquille». Et donc quelques années passent encore une fois et elle tombe enceinte d'un deuxième enfant. Donc c'est le premier enfant, c'était un garçon, le deuxième enfant, c'était un autre garçon. Et qu'est-ce qui s'est passé avec ce fameux, 2e enfant? Un jour, ma tante, était chez elle et elle avait fait une crise de possession, encore une fois. Donc il faut savoir que ces crises de possession n'ont jamais cessé, elle a toujours continué à faire des crises de possession. Des crises de possession où elle se faisait étrangler, des crises de possession où, elle voyait des gens chez elle alors que bon, ces gens-là n'existaient pas réellement, c'était pas réellement des vraies personnes qui étaient chez elle, c'était juste des djinns qui se, mettaient sous la forme de proches de ma tante. Donc ça pouvait être, ma grand-mère, mon grand-père, ma tante, enfin une autre tante à moi, ma mère, alors que personne ne venait chez ma tante à ce moment-là, vraiment. C'était pas des vraies personnes, c'était juste des djinns en fait qui se mettaient sous la forme de proches de ma tante. Donc bon, concernant mon cousin, donc son deuxième enfant, un jour elle était en crise de possession. Elle avait son bébé dans les bras et rien que d'en parler en fait, j'en ai les larmes aux yeux clairement parce que ça c'est super grave en fait. Elle avait son bébé dans les bras et ma tante est allée jusqu'à la fenêtre. Elle est allée jusqu'à la fenêtre, elle a ouvert la fenêtre et elle a tendu son bébé dans le vide. Elle a tendu son bébé dans le vide et elle est restée comme ça pendant quelques minutes. Jusqu'au moment où elle a compris en fait ce qu'elle faisait. Elle a réagi tout de suite et elle a repris son bébé dans ses bras. Elle l'a serré fort et elle a commencé à hurler et à pleurer. Elle commençait à pleurer, à hurler: «J'ai failli tuer mon bébé, j'ai failli tuer mon bébé». Ce qu'elle m'a dit moi, c'est qu'en fait ce fameux instant où s'est passé ça, c'était les djinns qu'elle avait.
qui lui ont dit: «Tu vas le faire. Il faut que tu ailles jeter ton bébé par la fenêtre. Sinon il va t'arriver ça et il va t'arriver ci et il va t'arriver ça». Malheureusement, ma tante, ça a pas été d'elle-même qu'elle voulait le faire. Malheureusement, elle était comme sous emprise. C'était comme si que quelqu'un la tirait de force vers la fenêtre et faisait en sorte qu'elle tende les bras, mais de force. C'était pas vraiment elle qui faisait ça. Dieu merci, elle a réussi à s'en défaire à ce moment-là, donc voilà, elle a récupéré son enfant dans ses bras et elle pleurait toutes les larmes de son corps en disant: «J'ai failli tuer mon enfant, j'ai failli tuer mon enfant». Et il faut savoir que c'est passé de ce type de choses plusieurs fois avec plusieurs enfants à elle, parce que masha'Allah, franchement, elle a beaucoup d'enfants, elle a 6 enfants, donc elle a 5 garçons et une fille. Donc il s'est passé exactement la même chose avec, tout le reste de ses enfants, donc exactement la même scène. Je prends mon bébé, je le mets au bord de la fenêtre. Pas de doigts de le jeter, mais à ce moment-là, comme par hasard, je réagis et je reprends mon enfant dans les bras et je pleure. Je sais qu'il s'est passé beaucoup plus de choses graves, mais je ne saurais vous donner des détails parce qu'elle n'a jamais voulu m'en parler. Sûrement parce qu'ils lui disent de ne pas en parler. Sûrement parce qu'ils la menacent pour pas qu'elle vienne nous dire ce qui se passe. Et moi, elle me le dit. Elle me dit: «Écoute, il y a des choses que je ne peux pas te dire parce que s'ils savent que je te les dis, ils ont dit qu'ils allaient me tuer. Sachez que si je meurs, c'est parce qu'ils ont dit qu'ils allaient me tuer. Ils me font du mal, je ne peux pas vous expliquer, je ne peux pas vous dire certains détails à cause de cela». Je vais vous expliquer ce qui s'est passé un jour avec ce même cousin, donc le deuxième enfant, que je vous ai dit au début. Il a fait un cauchemar un jour. Il a fait un cauchemar et dans ce cauchemar, il disait en gros, je voyais trois choses, non 2 choses très effrayantes qui me disaient, «On va te faire du mal, on va te faire du mal et on va faire souffrir ta mère. Toi, on te déteste». Malheureusement, on ne sait pas pourquoi est-ce que ce fameux djinn, détestait, ce deuxième enfant, mais en tout cas, il le détestait. Donc on va mettre la misère à ta mère, on va te mettre la misère à toi, on va te tuer toi, on va tuer tes frères et sœurs, on va tuer tout le monde dans ta famille, et au pire, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut tuer tout le monde sauf toi. Toi, on va te laisser vivant, juste pour que tu pleures la perte de tous tes proches et cetera. En gros, c'était des choses comme ça qu'il leur disait dans le cauchemar et mon pauvre cousin se réveillait en pleurs, crise d'hystérie clairement. Il était, effrayé par les cauchemars qu'il vivait. Ma tante, à chaque fois, elle parlait toute seule, elle disait: «S'il vous plaît, lâchez mes enfants. Arrêtez avec mes enfants. S'il vous plaît, je vous en supplie, faites-moi du mal à moi, mais ne faites pas de mal à mes enfants». Un jour, il se passe quoi aussi? Un jour, ma tante accouche d'un troisième enfant. Non, d'un 4 non, ouais, non, attendez, je me suis perdue. 1, 2, 3, d'un quatrième enfant, d'un quatrième enfant. Elle accouche d'un quatrième enfant, donc c'est un quatrième garçon. On va l'appeler Y. Alors là, vous allez être très surpris de ce que je vais vous dire. Ma tante, comme vous le savez depuis le début, a des djinns. Ces djinns-là qu'elle a, c'est une famille. Donc c'est un homme, une femme et tous les 2 ont eu un enfant. Donc maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, ils sont 3. Ils sont 3 à posséder ma tante. Les parents et l'enfant. Il faut savoir que le troisième enfant que ma tante elle a eu, non, le quatrième enfant, pardon, que ma tante elle a eu, ça a été au même moment où les djinns ont eu leur enfant à eux. Ce qui fait que ces djinns-là ont dit à ma tante: «Écoute, vu que tu as accouché d'un enfant en même temps que le nôtre, ton enfant fait partie des nôtres. Ton enfant ne t'appartient plus, il nous appartient à nous. Ce qui veut dire que si tu fais du mal à cet enfant-là, on te fera du mal automatiquement. Si quelqu'un fait du mal à ton enfant, on lui fera du mal automatiquement. Il fait partie des nôtres, on le protégera pour tout ce qui se passera dans sa vie. S'il se bat avec quelqu'un, on fera en sorte que ce quelqu'un se fasse quelque chose. Par exemple, soit qu'il meure, soit qu'il se fasse renverser, soit qu'il se fasse frapper, soit qu'il lui arrive un malheur. Et ça sera pareil pour ses frères. Si l'un de ses frères lui fera du mal, eh ben nous, on lui fera du mal aussi. On peut tuer tes enfants si l'un de tes enfants fait du mal à ce fameux garçon qu'on considère comme le nôtre. C'est pas fou ça, Cam? C'est pas fou de dire à une femme: «Ton enfant, il est né en même temps que le nôtre, eh ben, il fait partie de notre monde maintenant». Franchement, c'est incroyable. Je ne pensais pas que ça allait jusque-là. Ma tante, moi, elle me l'a dit que récemment tout ça. Je ne pensais pas que ça allait jusque-là. Je savais qu'elle faisait des crises, je savais qu'elle se faisait étrangler, je savais qu'elle faisait vraiment des crises de possession énormes, immenses, mais je ne pensais pas qu'elle avait accouché d'un enfant en même temps que le leur. Enfin bon, Et moi, je bref. voulais juste te dire que t'as déjà été présente pendant des crises de possession. Justement, ça va venir et franchement, c'est effrayant ce que je vais vous raconter. J'ai eu la peur de ma vie quand même, j'ai cru que ma tante, elle allait mourir. J'ai cru que ma tante, elle allait mourir et honnêtement, là, j'ai les larmes aux yeux parce que c'est hyper dur à voir et à savoir que sa tante, en fait, peut se faire tuer par ces choses maléfiques parce qu'elle a clairement une famille, en fait, qui la possède. Elle a clairement une famille qui la possède depuis plus de 30 ans et qui la tue de jour en jour. Il la tue à petit feu et c'est là, justement, c'est à ce moment-là que je vais vous raconter ce qui s'est passé, j'étais pas réellement présente, mais j'étais présente par téléphone, en fait.
Un jour, j'ai du coup le deuxième enfant, vous voyez celui dont je vous parle depuis tout à l'heure qui a failli être jeté par la fenêtre? Il m'appelle au téléphone. J'étais, j'étais, chez moi, donc moi je suis mariée, je suis, à Nancy et faut savoir que du coup ma tante, ma grand-mère, ma mère et cetera, ils habitent tous à Nice. Donc mon cousin m'appelle au téléphone. Il m'appelle au téléphone et il me crie: «Wass, Wass, je t'en supplie, ma mère elle va mourir, il faut que tu appelles ta mère, il faut que tu appelles ta mère, je t'en supplie, appelle ta mère, ma mère elle va mourir». Donc moi je comprends pas ce qui se passe, je lui dis: «Mais dis-moi qu'est-ce qui se passe? Explique-moi, je ne peux pas appeler ma mère et lui dire: "Ta mère elle va mourir" sans savoir ce qui se passe, il faut que tu m'expliques tous les détails". Donc du coup il m'appelle et il me dit: «S'il te plaît, je t'en supplie, appelle ta mère, ne pose pas de questions, ne pose pas de questions, ne pose pas de questions». Moi qu'est-ce que j'entends derrière le téléphone? J'entends une voix qui fait ça. Écoutez bien. Et en fait, je comprenais pas ce qui se passait. Je dis à mon cousin: «Mais c'est qui fait ce bruit derrière toi? C'est ta petite sœur?» Parce qu'il faut savoir que sa petite sœur, des fois, elle fait des bruits un peu bêtes parce que c'est encore une gamine. Et vous savez, les gamins, des fois, ils font un peu des bruits bizarres, ils parlent bizarrement. Donc je dis: «Qu'est-ce qu'elle a ta petite sœur? Pourquoi est-ce qu'elle fait ça?» Et mon cousin, il me dit: «C'est pas ma petite sœur, c'est ma mère». Quand il me dit ça, je comprends tout de suite, en fait, qu'il y a un truc qui se passe et qui va arriver, en fait. Et il commence à pleurer, il me dit: «S'il te plaît, Wass, elle est en train de devenir bleue, elle va mourir. Elle va mourir, elle est en train de devenir bleue, s'il te plaît, Wass, elle est en train de devenir bleue, elle va mourir. Ma mère, elle va mourir. Ma mère, elle va mourir». Donc je raccroche parce que je commence à avoir peur, en fait. Je commence à avoir peur et j'appelle ma mère. Je lui dis: «Maman, s'il te plaît» et je commence à pleurer au téléphone. Je lui dis: «Maman, s'il te plaît, va chez tata M, parce qu'elle est en train de faire une crise de possession. Son fils m'a dit qu'elle était bleue, qu'elle était en train de mourir, qu'elle était par terre». Ma mère, elle me dit: «Ça, c'est parce qu'elle et moi, on s'est eu au téléphone». Donc moi, je comprends pas trop. Je lui dis: «Comment ça?» Elle me dit: «En fait, ce qu'il faut que tu saches, ma chérie, c'est que ces djinns, ils me détestent. Ils me détestent au point où ils veulent que je meure». Je lui dis: «Mais comment ça, maman?» Ma mère me dit: «En fait, moi, je suis rentrée dans le djinn, je suis rentrée dans la religion au fur et à mesure du temps. Et ma tante, en fait, appelait souvent ma mère. Donc elle me dit: «Moi, ma sœur m'appelait souvent pour avoir des conseils concernant la religion, pour guérir de ça». Je lui donnais énormément de conseils pour qu'elle puisse guérir, en fait, de toutes ces divines, pour qu'elle puisse, se sauver, en fait, annuler toute sa sorcellerie. Et en fait, le fait que ma tante appelle souvent ma mère, cette divine n'apprécie pas. Comment comment madame N se permet d'appeler madame M pour lui donner des conseils sur la religion? Hors de question. À partir de ce moment-là, madame M, sache que ta sœur, on la détestera toute sa vie, toute votre vie. Vous savez quoi? Toute votre vie, on va lui faire vivre la misère à ta sœur. Ma tante M leur disait: «S'il vous plaît, ne faites pas ça à ma sœur, elle me donne juste des conseils». Ben justement, pourquoi est-ce que ta sœur te donne des conseils sur la religion? Elle veut nous éliminer. En aucun cas ça se passera. Sache-le. Si un jour ta sœur ose nous éliminer, on te tue avec nous. Si nous on meurt, tu mourras avec nous. Donc c'est pour cette raison en fait que les djinns de ma tante détestent ma mère. Ce fait que lorsqu'ils se sont appelés au téléphone, ma tante a fait une crise. Et en gros, elle nous a expliqué après sa crise que ces djinns lui ont dit: Tu as appelé ta sœur alors qu'on t'avait dit de pas l'appeler. Eh ben regarde ce qui va t'arriver, tu vas mourir ce soir. Ce soir, tu vas mourir». Et c'est à ce moment-là qu'ils l'ont étranglée. Donc c'est pour ça en fait que mon cousin me disait: s'il te plaît, appelle ta mère parce que ma mère est bleue». C'est parce que ces fameux djinns l'ont étranglée du fait que ma mère et ma tante, c'était au téléphone. Donc ma mère, elle m'explique tout ça. Moi, je reste sans voix, je reste bouche bée. Je me dis: «Mais c'est quoi ce film? J'ai l'impression d'être dans un film d'horreur». Ma mère, ni une ni deux, elle se prépare, elle appelle ma sœur. J'ai une grande sœur, elle appelle ma sœur, elle lui dit: «S'il te plaît, il faut que tu m'accompagnes chez tata. Elle est en train de faire une crise de possession qui a l'air très, très grave, puisque mon neveu m'a dit qu'elle était en train de mourir, qu'elle était bleue et qu'elle était allongée au sol». Donc de là, ma mère et ma sœur s'habillent, se préparent, elles sortent et ma mère et ma sœur, elles appellent une autre tante à moi. Elle, j'en ai pas parlé depuis le début parce qu'elle, elle a jamais rien eu. On va l'appeler tante S. Donc ma mère et ma sœur partent avec, tante S. Ma mère, elle explique à tante S ce qui se passe, en fait. Et ma tante S, elle lui dit: «Non, je ne vais pas venir avec vous». Ma mère lui dit: «S'il te plaît, viens avec nous, parce que moi, si je vais toute seule là-bas, elle va vouloir me tuer. Elle va vouloir me tuer, je ne veux pas qu'elle me tue. Toi, Sedjin, ils n'ont jamais rien eu avec toi, ni ils t'aiment, ni ils te détestent, ils ne pourront rien te faire. Moi, ils me détestent au point où elle peut très bien me tuer avec un couteau et me planter, clairement». Donc ma tante, au final, elle s'est dit: «Bon, je veux quand même y aller». Elle se prépare, donc elles sortent toutes les 3 et elle passe récupérer mon grand-père. Elle passe récupérer mon grand-père, tout simplement parce que mon grand-père, c'était le seul homme de la famille qui pouvait être présent à ce moment-là, y compris, du coup, mon cousin qui m'avait appelé. C'était les 2 seuls hommes qui pouvaient être présents pour ma tante. Donc ils partent tous ensemble, chez ma tante et moi là, j'ai plus de nouvelles. J'ai plus de nouvelles pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. J'essaie de contacter mon cousin
Il me répond pas. Je me dis: «C'est pas possible, ma tante elle est morte et je suis même pas au courant qu'elle est morte, personne ne vient m'appeler pour me dire qu'elle est morte. Je suis sûre qu'elle est morte». Donc j'attends 2 3 heures et je reçois enfin un appel de mon cousin. Il me raconte ce qui s'est passé à ce moment-là. Alors ma tante a commencé à faire la crise, du coup, elle a commencé, à devenir bleue parce qu'elle s'est fait étrangler par cette fameuse djinn, parce que du coup, elle a appelé ma mère et mon cousin était présent lorsque ma tante commençait à devenir bleue. Comme ce que je vous avais dit au début, lorsque ma tante faisait ces crises-là, lorsqu'elle devenait bleue, on pensait souvent qu'elle s'étouffait avec la nourriture. Ça veut dire que mon cousin, lorsqu'il a vu ma tante devenir bleue, rouge, et cetera, il lui a dit: «Qu'est-ce qu'il y a maman? Tu es en train de t'étouffer? Qu'est-ce qu'il y a?» Et en fait, il lui a fait la technique d'Heimlich. Donc il lui tape le dos 4 5 fois, il voit que ça passe pas, donc il lui met ses mains autour de son estomac pour lui faire la technique d'Heimlich, donc la manœuvre pour ne plus qu'elle s'étouffe. Sauf qu'il voit que ça passe pas, il commence à paniquer. Sa mère essaie de faire avec des gestes de la main: «Non, je ne m'étouffe pas, c'est quelqu'un qui m'étrangle. C'est quelqu'un qui m'étrangle. Appelle quelqu'un, je t'en supplie, appelle quelqu'un». Mais avec les manières de la main, vous savez, avec les gestes, on comprend facilement ce qu'elle essaie de dire. Donc mon cousin, il me dit à ce moment-là: «Je comprends en fait qu'elle fait une crise de possession. Je comprends qu'elle fait une crise de possession parce que voilà, ça leur mère ne leur a jamais rien caché. Ils savaient tous très bien ce que leur mère avait. Mais ils n'avaient jamais vu leur mère en crise de possession. En presque 30 ans, ils n'avaient jamais vu leur mère en crise de possession comme ça. C'était vraiment une grosse crise de possession, donc franchement, ils étaient tous très choqués. Donc il y avait, ce fameux cousin, il y avait, celui qui était né en même temps que l'enfant, du couple de Jean et leur fille. Et du coup, il me dit: «Elle était bleue, elle se faisait étrangler». Moi, je pensais qu'elle s'étouffait. Du coup, je voulais lui sauver la vie. Malheureusement, elle m'explique que c'est pas ça, que c'était juste eux qui l'étranglaient. Et je me dis: «Bon, je vais appeler tata N. Je vais appeler ta mère, Wissal». Je me suis dit que j'allais appeler ta mère. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends mon téléphone, je défile les contacts et je clique sur le numéro de ta mère. Mais ça ne veut pas appeler ta mère. Le téléphone s'éteint. Le téléphone, il s'éteint, Cam. Il s'éteint tout seul. Il a un iPhone. Il ne peut pas s'éteindre tout seul. Vous savez tous que l'iPhone, ça ne s'éteint pas tout seul. L'iPhone, il va falloir appuyer longtemps dessus avec le signe plus ou moins. À ce moment-là, vous appelez le truc éteindre. Il y a que comme ça que s'éteint le téléphone. Donc il me dit: «Essaie d'appeler ta mère». Ça s'éteint, mon téléphone bug au début, il ne marche pas, ça ne veut pas appuyer sur le numéro et ça bug. Et en fait, je vois ma mère me regarder. Elle était très bizarre. Je vois ma mère me regarder avec une voix qui n'était pas la sienne. C'était une voix très grave, une voix d'homme qui disait: «Pourquoi tu l'appelles? Pourquoi tu l'appelles? Ne l'appelle pas! Tu appelles qui? Tu appelles qui? N'appelle pas cette femme! N'appelle pas cette femme!» Elle voulait se jeter par la fenêtre, donc elle ouvrait la fenêtre. Donc mon cousin, qu'est-ce qu'il faisait? Il essayait en même temps d'appeler ma mère et en même temps de sauver la vie de ma tante, donc en fermant les fenêtres. Et il avait appelé une autre tante, entre-temps, donc c'était ma tante S, comme je vous ai dit, celle qui était présente avec ma mère et ma sœur et mon grand-père. Et je lui disais: «Tata, s'il te plaît, là, ma mère, elle est en train de prendre des couteaux, elle a envie de planter, elle a envie de se planter, elle a envie de me planter, elle a envie de se tuer, elle a envie de se jeter par la fenêtre. Là, elle est par terre dans le coin de la cuisine. Elle est clairement en train de faire une voix d'homme et en train de dire: "Pourquoi est-ce que tu veux appeler tante N? Pourquoi est-ce que tu veux l'appeler? Je l'aime pas, ne l'appelle pas, je la déteste cette femme, je peux pas me la voir, ne l'appelle pas", mais tout ça avec une voix d'homme, une voix très, très grave. Il m'a dit: «Il avait l'impression que cette voix, c'était une voix qui datait des années, mais des années 1500, avant Jésus-Christ. C'était une voix tellement grave. On dirait que c'était un vieux monsieur avec une voix très, très rauque». Il m'a dit donc moi j'ai eu très peur. Je me suis dit: «Qu'est-ce que je peux faire?» Personne ne me répond parce qu'au début, il avait appelé ma tante S, mais elle ne répondait pas. Donc il m'avait appelé moi en premier. Il m'avait appelé moi en premier. J'avais pas répondu la première fois. C'est à ce moment-là qu'il a appelé ma tante S quand elle était, en train d'arriver. «Tu appelles, tata N, j'arrive pas à la rejoindre au téléphone». Ma tante S, elle lui a dit: «T'inquiète, je suis avec tante N et je suis avec, sa fille et avec papy. On arrive». Et à ce moment-là, je me dis: «Bon, c'est bon. Qu'est-ce qui s'est passé du coup? Est-ce que ma tante, elle a réussi à sortir de cette crise de possession ou non?» Il me dit: «Oui, elle a réussi à sortir de cette crise de possession, mais vraiment bien après, 1 heure après». Je lui dis: «Comment ça?» Il me dit: «Bah, c'est simple, lorsque ta mère et tata S et ta sœur et papy sont rentrés dans la maison, ils n'ont même pas eu le temps de rentrer dans la maison. Ils étaient devant la porte, sur le palier de la porte, qu'elle a senti que ta mère était là. Elle a senti que ton grand-père et ta mère étaient là et elle disait: "Tu les as ramenés, tu les as appelés, tu les as appelés, je vais te tuer, je vais te tuer, je vais te tuer"». Et elle frappait son fils en fait. Elle le frappait vraiment avec des pastèques, des patates, mais il m'a dit: «J'ai jamais vu une femme», parce que ma tante, faut savoir qu'elle est très, très maigre, très fine. Et il m'a dit: «Je n'ai jamais vu une femme aussi maigre, aussi fine, taper avec la force d'un homme en fait». Et j'avais l'impression qu'ils étaient à 10 sur moi. J'avais super mal. Et je criais, je disais: «S'il vous plaît, rentrez à la maison, rentrez, elle vous sent devant la porte, rentrez chez moi». Donc ma mère, elle ouvre la porte avec mon grand-père et ma grande sœur et du coup ma tante,
Et ma tante, elle, du coup, elle était dans le coin de la cuisine et elle hurlait, elle s'arrachait les cheveux, elle se mettait des coups de poing. Elle se mettait des coups de poing, elle disait: «Faites-moi sortir cet homme! Faites-moi sortir cette femme! Je ne les veux pas chez moi! Je ne les veux pas chez moi! Je vais vous tuer! Vous allez tous mourir! Vous savez quoi? Vous savez quoi? Je vais la tuer elle», avec une autre voix bien sûr, avec la voix d'un homme. «Vous savez quoi? Je vais la tuer elle! Je vais la tuer elle, c'est elle qui va mourir. C'est elle qui va mourir», et elle rigolait avec une voix d'homme. Elle rigolait avec une voix d'homme qui faisait flipper. Mon cousin, il m'a dit: «Tous mes petits frères et ma petite sœur, ils pleuraient, il y en a même un qui s'est évanoui», et devinez qui s'est évanoui? Quel enfant s'est évanoui? Celui qui est né en même temps que l'enfant des djinns. Il s'est évanoui, il faisait une petite crise un peu bizarre. C'était comme si lui aussi faisait une petite crise de possession. C'était extrêmement bizarre. Mon cousin n'a pas su m'expliquer ce qui s'était passé exactement avec lui, mais il m'a dit: «Quand j'ai vu mon frère s'évanouir, j'avais l'impression qu'il faisait comme une mini crise d'épilepsie. Il avait les yeux qui étaient en train de se retourner. On dirait que lui aussi, en fait, était en crise de possession». Il me dit aussi que lorsqu'ils ont essayé de la calmer, bon, c'était juste impossible puisqu'elle faisait vraiment une grosse, grosse crise, et il y a qu'une seule tante qui a réussi à la calmer, du coup, c'était, ben, ma tante S. Malheureusement, ma mère, elle ne pouvait pas la calmer vu que les djinns de ma tante la détestaient. Et quand mon cousin m'a dit: «Ouais», elle a dit ma mère: «Ouais, je veux pas de ton grand-père, enfin, je veux pas que papy soit là, je veux pas qu'il soit là, je veux pas qu'il soit là». Je lui ai dit: «Mais pourquoi?» Il m'a dit: «Bah, je t'explique». Ta mère, elle m'a expliqué. Je lui ai dit: «Elle t'a expliqué quoi, ma mère?» Il m'a dit: «Bah, en fait, les djinns de ma mère détestent ta mère, détestent, notre grand-père». Je lui ai dit: «Mais pourquoi?» Il me dit: «Je t'explique. À l'époque, enfin ta mère, non, attendez, je m'embrouille un peu. À l'époque, ma mère avait un seul djinn, c'était un homme, et c'était du coup les fameux voisins qui leur avaient mis ce djinn. Lorsqu'elle est partie voir le premier aki, donc lorsqu'elle est partie voir, le premier aki que ma grand-mère, lui a présenté, lui et le fameux djinn que ma tante elle avait, ils ont travaillé ensemble. Ils ont travaillé ensemble, et le raki en gros lui a dit: «T'inquiète pas, je vais revenir parce que eux, ils vont revenir à moi pour que je leur refasse encore un exorcisme, et je vais te rajouter une femme, tu vas te marier avec elle, tu vas avoir un enfant avec elle». En gros, ils ont fait ce fameux raki a fait un pacte en fait avec le djinn que ma tante avait. J'ai pas suivi. Loraki a fait un pacte avec le djinn? Oui, ouais, il a fait un pacte avec le djinn. En gros, ce djinn lui a dit: «Je veux en gros, que tu m'offres une femme, que tu me donnes une femme avec laquelle je peux me marier, avoir des enfants». Et ce raki en fait, il a clairement dit: «OK, ça va clairement se faire, t'inquiète pas, je vais lui rajouter quelque chose, donc une sorcellerie en plus, et en fait, elle va revenir avec quelqu'un de sa famille, elle va revouloir faire un exorcisme, et à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'en fait, je vais te rajouter une femme et un enfant». Mais quel Parce qu'en est... fait, lui, il travaille en fait, lui quand même, il travaille avec des djinns, et ces djinns-là connaissent tout. Ils connaissent beaucoup de choses sur on va dire le futur. Donc, ces djinns-là, en fait, avec qui il avait travaillé avant que ma tante arrive, il lui avait dit: «Écoute, il y a une femme qui va venir, qui est possédée par quelque chose. Il va vouloir te demander quelque chose. Il va vouloir te demander de se marier avec une femme et d'avoir un enfant. Toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas pacter avec lui, tu vas dire OK. Tu vas lui rajouter en même temps une petite sorcellerie en plus pour qu'elle revienne te voir. Et à ce moment-là, quand elle reviendra te voir, tu donneras une femme et un enfant à ce djinn parce que c'est ce qu'il souhaite, c'est ce qu'il va te demander». Donc du coup, l'oracle a dit OK, et c'est comme ça que ça s'est passé. Donc quand elle est venue la première fois, il a pacté avec le djinn que ma tante elle avait, en lui disant: «Écoute, je vais te donner une femme comme tu veux, je vais te donner un enfant comme tu veux. Juste, va falloir que ça revienne la prochaine fois, que ma tante revienne la prochaine fois». Donc du coup, comme je t'ai dit, quelques mois après, ma tante revient chez ce fameux Raki, comme lui l'avait prédit, avec mon grand-père. Et la première fois que ma tante elle s'était faite exorciser, elle n'avait pas dit à ma grand-mère: «Oui, maman, c'est pas un vrai raki, c'est pas un vrai raki, c'est pas un vrai raki». Parce qu'elle n'avait rien ressenti à ce moment-là, et je pense que le raki avait fait exprès à faire en sorte que ma tante ne ressente rien dès le premier exorcisme pour pas que son plan, échoue, tu vois? Donc quand elle est revenue la deuxième fois avec mon grand-père et que ce fameux raki du coup disait: «Ouais, tu ramènes un foulard avec toi, tu ramènes un chouchou où il y a des cheveux avec toi». Quand ma tante disait à mon grand-père: «S'il te plaît papa, là c'est moi qui te parle, c'est pas eux, c'est, ouais là c'est moi qui te parle, c'est pas eux, c'est moi qui te parle. Crois-moi, là ce qu'il fait c'est un charlatan, c'est pas un vrai raki». En fait, à ce moment-là, ce raki, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rajouté du coup la femme au djinn, qui se sont mariés, et quelque temps après, ils ont eu un enfant. Donc en fait, ma tante a appris que ce raki lui a rajouté une femme et un enfant. Ma tante, à la base, n'avait qu'un seul djinn, et ce charlatan lui a rajouté un enfant avec, du coup, une femme, et Faites c'est comme ça qu'elle attention avait eu sa vie de entière. qui vous allez voir pour faire les exorcistes, hein. Les exorcismes, faites très très attention. Ah oui, il faut faire attention, parce qu'il y a beaucoup de charlatans. Il y a énormément de charlatans qui font mais
des choses, mais juste ignobles, en fait. C'est pas humain, c'est pas humain, ils ont pas peur de Dieu. Enfin bon, donc voilà, c'était pour la petite histoire de pourquoi comment ça se fait que ma tante, elle a du coup une famille de djinns et Juste, il y a une pépite qui a demandé, il demandait de l'argent, ce Raki, c'est intéressant. non, ils demandaient pas de l'argent, c'était gratuit. Il faisait tout ça gratos. Ouais, il faisait tout ça gratos. En fait, lui, à la fin, il gagne de l'argent, mais pas de par mon grand-père ou les Oui, gens qui viennent se faire exorciser. Il gagne de l'argent de par les pactes qu'il fait en fait avec ses djinns. c'est Normalement, un dingue. raki n'est pas censé vous demander de l'argent. Et lui, en fait, il s'était passé pour un faux raki. Donc, il fallait pas qu'il se fasse cramer. Il fallait pas qu'il se fasse cramer dans le sens où si je leur demande de l'argent, ils vont comprendre que je suis pas un vrai raki. Donc, Mm. c'est pour ça qu'il n'a pas demandé de l'argent. Donc, du coup, qu'est-ce que ces djinns ont dit à mon grand-père et à ma mère quand ils sont venus pour essayer d'apaiser lorsqu'elle a eu la grosse crise avec mon cousin, etc. Ils ont dit, ouais, nous, on l'aime pas. Au début, cet homme, on l'aimait bien, avec une voix d'homme, hein, tout en gardant la même voix. Ouais, cet homme, on l'aimait bien, mais maintenant, on le déteste. On l'aimait bien parce que c'était grâce à lui qu'on est venu sur cette femme, en parlant de la femme et de l'enfant, du coup. Lui, on l'aimait bien parce que c'était grâce à lui. Il n'a pas voulu écouter sa fille lorsque sa fille leur disait, non, s'il vous plaît, papa, s'il te plaît, c'est pas un vrai Raki, c'est un charlatan. Il ne l'a pas écouté. Du coup, c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, j'ai une femme et un enfant. Au début, je l'aimais bien. Mais maintenant, sache que je le hais. Je le hais et si j'ai envie de le tuer, je le tue. Et là, ma tante, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend un couteau. Clairement, elle prend un couteau et en fait, elle a failli commettre l'irréparable. Moi, c'est ma tante S qui est venue et qui a calmé le jeu. Donc, ma tante, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend un couteau à ce moment-là pour essayer de planter ma mère, pour essayer de planter mon grand-père. Donc, ma tante S, elle se met en plein milieu et elle essaye de réciter le Coran. Donc, elle récite les sourates protectrices. Donc, c'est 4 sourates protectrices. Ayat el-Kursi, قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الفلق et قل هو الله أحد. Elle récite, elle récite, elle récite, elle récite, elle récite, elle récite. Ma tante, elle hurle comme une hystérique, comme une folle. Mon cousin, il m'a dit, j'ai cru que j'allais perdre ma mère ce jour-là. J'ai cru que j'allais perdre ma mère, je la voyais, mais comme une folle, elle se frappait, elle se cognait la tête contre les meubles de la cuisine, elle voulait se jeter par la fenêtre. Enfin bref, ma tante a réussi à la calmer, comme elle le pouvait, et lorsqu'elle a fini sa crise, ma mère, elle est direct partie. Ma mère ne pouvait pas rester chez elle, parce qu'elle avait peur que ma tante, en fait, refasse une crise, clairement. Donc elle est direct repartie avec mon ma mère, elle voulait juste assurer les arrières de ma tante si jamais il se passe quelque chose. Si ma tante S se fait agresser par ma tante M, ben, elle pourra toujours intervenir elle aussi en récitant, même si ses djinns ne l'apprécient pas. C'est pour ça qu'elle est clairement venue. Donc voilà, elle est repartie. À ce moment-là, la crise, elle est bien passée. Il s'est plus rien passé pendant quelques jours, etc. Et voilà, c'est l'histoire de ma tante. Et il faut que je mette aussi quelques petits mots sur ma tante. Ma tante, c'est quelqu'un qui discute beaucoup avec ses djinns, mais elle ne discute pas par plaisir. Elle discute avec eux parce qu'en fait, c'est eux qui parlent avec elle en leur disant: «Tu sais que ta sœur untel, elle a fait ça et ta sœur untel, elle va faire ça et ta sœur untel, elle s'est séparée de untel». En fait, ils arrivent à savoir tout ce que nous, on fait. Ça veut dire là, ils savent très bien que je parle d'eux, ils savent très bien que je raconte l'histoire de ma tante. Ils ont dû sûrement lui dire à ma tante. Ils ont dû dire à ma tante: «Là, ta nièce untel est en train de raconter notre histoire» et elle m'a raconté un jour, ma cousine, c'est une cousine à moi très, très proche. Elle était mariée, en fait. Elle était mariée avec quelqu'un et elle s'est séparée de lui malheureusement et elle l'a jamais dit à personne. Elle l'a jamais dit à personne, à part à une seule tante. Elle, je n'ai jamais, parlé d'elle depuis le début de l'histoire, je n'ai jamais parlé d'elle, mais elle l'a raconté qu'à cette tante. Les jours passent, les jours passent, les jours passent et un jour, ma cousine appelle ma fameuse, tante possédée. Elle l'appelle et elle lui dit, «Coucou tata, j'espère que tu vas bien. Écoute, je t'appelle pour, telle chose, je te demande ça, 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 ça». En fait, elle lui a demandé des objets, pour je ne sais plus quoi. C'était vraiment un truc, juste pour l'appeler, pour prendre des nouvelles et juste pour l'appeler pour quelque chose. C'est vraiment, rien à voir avec, crise de possession ou quoi que ce soit ou sorcellerie ni rien du tout. Ma tante, elle lui dit: «Bah, écoute, moi ma fille, je vais très, très bien, t'inquiète pas, tu vas voir ce que tu veux et tout, mais toi, tu es sûre que ça va?» Ma cousine, elle lui dit: «Oui tata, ça va très bien, pourquoi? Tu es sûre, que ça va?» Ma cousine, elle lui dit: «Bah, oui tata, enfin, tu me fais peur, qu'est-ce qu'il y a?» «Non, non, je demande ça comme ça parce que, je sais que tu es plus avec ton chéri». Ma cousine, elle lui dit: «Mais comment ça, tu sais que je suis plus avec mon chéri?» Elle lui dit: «Bah, je sais que tu es plus mariée, que là, vous êtes en train de divorcer». Ma cousine, elle m'a dit: «Quand tata, elle m'a dit ça, j'ai eu les frissons sont montés dans tout mon corps. Je suis devenue pâle, mon cœur est palpité». Personne ne savait que ma cousine avait divorcé. Personne. Personne, mis à part ma tante, celle dont je n'ai jamais prononcé son prénom. Je n'ai jamais parlé d'elle dans l'histoire. Elle a dit: «Je ne l'ai dit qu'à une seule tante. Comment ça se fait que elle m'appelle et elle me dise: "Je sais que tu n'es plus avec lui"?» Elle n'était pas au courant, personne ne le savait. J'ai dit: «Et du coup, il s'est passé quoi ensuite?» Elle me dit: «Bah, je lui ai dit: "Mais tu racontes quoi? Je suis toujours avec mon chéri"».
Et ma tante me dit: «Non, je sais que tu mens. Ça sert à rien de me mentir. On me dit tout ch on me dit tout S». Je vais l'appeler S, ma cousine. «On me dit tout S. Tu sais qu'on me dit tout». Et ma cousine, elle lui dit: «Mais tata, je te promets», tu sais, en fait, elle essayait de nier quand même, elle voulait pas dire la vérité, elle niait jusqu'au bout. «Non, je suis toujours avec lui». «Bon, écoute-moi S, je te le répète, on me dit tout. Je sais que tu n'es plus avec lui depuis ce jour-là, pour cette raison-là, et sache qu'il va faire ci, il va faire ça et tu vas jamais finir avec lui». Comme ça, elle lui dit. Donc ma cousine, en fait, elle prend peur, elle raccroche et elle appelle, la fameuse tante à qui elle l'a dit. Elle lui dit: «Écoute, là, franchement, je suis très fâchée contre toi, tata. Pourquoi est-ce que tu es partie dire à tata M que je n'étais plus avec mon chéri?» Ma tante, elle me dit: «Mais je te promets, S, que je n'ai jamais rien dit à personne. Je n'ai jamais dit à personne que tu étais divorcée de ton chéri». Et en fait, au moment où elle était au téléphone avec ma tante M lui envoie un message en même temps et elle lui dit: «Ça sert à rien d'aller voir tante untel, ce n'est pas elle qui me l'a dit». Ma cousine lui dit: «Mais comment tu sais que je parle au téléphone avec tante untel?» Ma tante M lui dit: «Je te le répète, S, on me dit tout, je sais tout. Ce n'est pas elle qui me l'a dit. Et là, je sais que tu es en train de l'embrouiller en lui disant pourquoi est-ce que tu es partie lui dire. Ce n'est pas elle qui me l'a dit, c'est eux qui me l'ont dit». Et moi, je suis partie poser la question à cette fameuse tante, à ma sœur, et je lui ai dit: «Est-ce que tu sais si Chimène va bien?» Cette fameuse tante lui a dit: «Oui, elle va très bien. T'es sûre qu'elle est encore avec son chéri?» «Bah oui, elle est encore avec son chéri». «Non, non, je sais qu'elle n'est pas avec son chéri, qu'elle n'est plus avec son chéri, qu'elle a divorcé de son chéri». «Mais non, je t'assure qu'elle est encore avec son chéri. Enfin, c'est ma nièce, je la connais». «Oui, ben moi aussi, c'est ma nièce. Et t'inquiète pas, comme l'a dit, elle n'est plus avec son chéri, je sais que tu me mens, droit dans les yeux». Avec un petit sourire narquois, tu sais, elle la regarde avec un petit sourire narquois et avec des yeux en mode arrête de me mentir, je connais la vérité, on me dit tout. Donc de là, ma tante, elle m'a dit: «Bon, écoute, je te dis la vérité, c'est vrai, elle n'est plus avec lui, tu l'as su, elle n'est plus avec lui. Mais ne lui dis pas qu'ils te l'ont dit parce qu'elle va avoir peur». Malheureusement, ma tante, elle n'a pas su garder sa bouche en place et elle a clairement dit à ma cousine: «T'inquiète pas, je sais tout, c'est eux qui me l'ont dit, etc., etc.» Et en fait, cette tante, elle a fait plusieurs phases comme ça. Moi, par exemple, j'ai fait beaucoup de cauchemars d'elle. J'ai fait beaucoup de cauchemars d'elle où eux, ils viennent me voir et ils me disent: «Ta tante, on va la détruire. Ta tante, on va la tuer. Ta tante, il va se passer ci, il va se passer ça.» Et quelques jours après, il se passe ci et il se passe ça. Pareil avec ma sœur. Ils viennent dans les cauchemars de ma sœur. Et il leur dit: «Toi, après ta tante, ça sera ton tour. Après ta tante, ça sera ton tour. Et après ton tour, ça sera le tour de ta mère. Mais d'abord, on attend que ta tante, elle meure pour venir vers toi et après venir vers ta mère.» Ou sinon, ils reviennent encore de ce cauchemar et ils lui disent: «Tu sais quoi?» Ils ont dit à ma sœur, en gros, qu'ils allaient, tuer ma tante en premier et qu'en fait, ils allaient passer de femme en femme. Donc de ma tante, ensuite de notre tante à moi, de ma mère, de ma sœur, de moi, et cetera, et cetera. Et du coup, bah, clairement, c'est infernal quand même. C'est infernal parce que, moi, je fais souvent des cauchemars d'eux, surtout à quel moment, subhanallah, c'est à chaque fois comme ça. Je fais des cauchemars d'eux tout le temps quand c'est la fin du ramadan. Ils viennent tout le temps me voir quand c'est la fin du ramadan et je fais un cauchemar où il y a ma tante et à chaque fois, c'est le même cauchemar. Ma tante, elle est avec moi, elle veut dormir avec moi et moi, je récite les sourates protectrices avant de dormir et ma tante, elle me regarde et elle me dit: «Ne récite pas parce que si tu récites, ils vont me tuer. Tu pas intérêt à réciter, sinon on te tue.» Et de là, je me réveille et quand je me réveille, il est quelle heure? Calme, pardon. Il Trois est heures du quelle heure à ton matin. avis? Voilà, il est dans les environs de 2 heures à 3 heures du matin. Non, chétane Et c'est comme ça embêtane. en fait, ouais, c'est comme ça en fait avec beaucoup de mes tantes et surtout moi. Et, Ok. et voilà, en fait, enfin, je fais beaucoup de cauchemars d'elle, etc. Et puis moi-même, je pense être touchée par quelque chose. Je pense être touchée par quelque chose parce que, en fait, je vois une femme. Et en fait, je pense que cette femme, c'est la femme qui a fait la sorcellerie à mes tantes, etc. C'est-à-dire, tu Peut-être vois que une cette femme, femme, tu fais des cauchemars, tu vois une femme. Ok, elle se présente comment la femme? alors cette femme, elle est plus grande que moi de taille. Moi, je mesure 1,68 m. Elle doit faire vers les 1,70 m, 72 à peu près. Elle est assez ronde. Sa corpulence, elle est clairement comme ça. Elle est assez ronde. Elle a un visage très très sombre. Très très sombre. Ça se voit qu'elle a fait beaucoup de mal dans sa vie. Avec un grain de beauté. Elle a Ah un oui, visage très rond. Ah oui, ok. oui, elle est très précis. C'est très Donc, précis. ok, ok. Et tu l'as déjà vue en vrai, cette femme-là? Justement, je ne l'ai jamais vue en vrai. Et à chaque fois que j'en parle à ma mère, elle esquive le sujet. Elle ne veut pas. En fait, je lui dis: «Est-ce que celle que je te décris ressemble à celle qui vous a fait tout ça, en fait, qui vous a fait vivre la misère?» Elle me regarde, elle me répond pas, ou elle me dit: «Non, non, pas du tout, pas du tout.» Et je pense qu'elle me ment. Et je pense qu'en fait, c'est vraiment la femme qui a fait ça, en fait. Je pense Hmm, que je la décris parfaitement. ok. Et Et cette femme, ta tante, quand tu lui oui. parles aujourd'hui, Mhm. est-ce qu'elle te parle normalement? Genre moi, par exemple, demain, si je la croise, je vois pas qu'elle est possédée. Genre, elle agit Ah non, normalement. personne ne peut se douter qu'elle est possédée, madame. Personne ne peut se douter. C'est quelqu'un qui est très féminin, franchement, elle est très gentille. Tu la vois, c'est un amour. Mais par contre, à l'intérieur de chez elle, c'est The Conjuring, quoi. C'est le Conjuring, clairement.
En tout cas, l'histoire est oufissime. Oui, moi, je voulais te dire, est-ce qu'aujourd'hui, tu gardes le contact avec ta tante ou c'est quelqu'un plutôt que t'évites? Ah non, pas du tout, je suis toujours en contact avec ma tante. En fait, j'ai fait comme si de rien n'était. Et même un jour, j'ai fait une gaffe. Franchement, j'ai eu très très peur. Je pensais qu'elle avait fait partir tous ces jeans, en fait, parce qu'elle nous avait menti en nous disant que j'étais partie pour qu'on arrête, en fait, de la prendre à la pitié, tu vois. Mhm. Et un jour, je me dis, bah enfin, tu t'es débarrassé d'eux, c'est bon, ils m'avaient gavé, ils se sont enfin cassés. Elle m'a regardée avec un sourire calme. J'ai eu la peur de ma vie. Elle m'a regardée avec un sourire tellement narquois et des yeux plissés. Et elle m'a dit, ah non, ma chérie, ils sont toujours là, tu sais. Je l'ai regardée, j'ai fait, ah, d'accord. Et est-ce que... Mais Est-ce... n'aie pas peur, t'inquiète. N'aie pas peur, oui. Est-ce qu'elle a essayé de chercher un autre exorciste ou pas du tout, ou elle arrête là les séances Alors d'exorcisme? honnêtement, vu qu'elle s'est fait avoir elle s'est fait avoir par un premier Raki, et le deuxième, bah, elle a su que c'est bon. Le deuxième, il lui a rien fait de mal, mais elle a su que c'était un charlatan aussi parce que bah, il a réussi à lui dire qui est-ce qui avait fait cette sorcellerie, etc. À partir du moment où un charlatan te dit, enfin un Raki te dit qui est-ce qui t'a fait la sorcellerie, c'est pas un vrai Raki. C'est clairement des chefs qui le disent. Donc les chefs, ils ont dit si vous voyez des Raki vous dire oui, c'est un tel qui t'a fait de la sorcellerie, c'est que c'est pas des vrais Raki, c'est des charlatans. Donc voilà quoi. Et est-ce que toi, tu fais quelque chose pour te protéger avant d'aller voir ta tante? Alors, avant d'aller voir ma tante, franchement, j'ai pas le réflexe de me protéger face à elle. Mais bah, écoute, vraiment, tu viens de me faire remarquer que je ne le faisais pas. Mais je me protège, enfin, j'essaye un maximum de me protéger chez moi. Parce que comme je t'ai dit, je ressens énormément de choses chez moi. Je sais pas si c'est cette fameuse femme aussi qui essaie de m'attaquer ou non. Mais en tout cas, voilà, j'essaie de me protéger un maximum au vu de tous les cauchemars que je fais et au vu des choses que je ressens. Je récite, ouais, je récite. Et ma mère, elle me fait même des bouteilles entières d'eau coranisée avec de l'huile d'olive coranisée que je m'applique en fait avant de dormir ou quand je me réveille le matin. Je m'applique en petite quantité sur le corps. Et pareil, l'eau coranisée, je le bois énormément. Et je récite les sourates protectrices et voilà, j'essaie de me protéger un maximum. Et sache un truc, c'est que si j'ai le malheur une fois d'oublier de faire ça, de réciter, boire, etc., tu peux être sûr que je suis un cauchemar. Tu peux être sûr qu'ils sont là, qu'ils sont prêts en fait, ils m'attendent de tournant, clairement. Ok. Et est-ce que la famille, elle va bien aujourd'hui? Genre Euh, la maman, la, la sœur? bah, tout le monde va bien du coup, mais sauf la tante en question en fait. Oui, bah oui. Elle n'arrive pas à se libérer de ça. Elle ne veut plus voir personne. Elle ne veut plus voir de Raki parce qu'elle a peur encore de se faire avoir. Et puis tu sais, vu qu'elle a ses jeans, ils lui disent, t'as pas intérêt à aller voir des Rakis, sinon je te tue. Et je t'avais déjà envoyé une histoire. Tu l'avais déjà racontée dans tes traits d'horreur. Je t'avais raconté, je sais pas si tu vas t'en souvenir. En gros, c'était un passage où il y avait écrit, il y a un de ses jeans en gros qui lui disait, ouais, fais le ménage. Genre, fais le ménage, ne t'arrête pas de faire le ménage. Juste pour, en gros, elle se fatigue à faire le ménage. Ah ouais, Il je me fallait qu'elle souviens. la fatigue. Il fallait Ok. qu'il la fatigue psychologiquement et physiquement. Je Ok. sais pas si tu te rappelles. Non, je te jure, je me rappelle plus. C'était il y a longtemps? C'était peut-être il y a un an ou deux. En plus, quand Hmm. tu avais lu l'histoire, tu étais étonné. Tu m'as dit un jean maniaque, un jean qui lui demande de faire le ménage. Ça m'avait fait rire. J'avais pas été dans les détails en fait. J'avais pas bien expliqué. Mais oui, en fait, son jean, il lui disait t'as intérêt à faire ça, comme ça. Genre, en gros, en fait, Il il fallait qu'il se l'épuise. fatigue Hmm. psychologiquement. Oh là Ouais, là. voilà. Et qu'il l'épuise physiquement, quoi. Oh là là, dinguerie. Ok, ok. Ah oui. Ah oui, ma tante, la pauvre, ça fait plus de 30 ans qu'elle vit ça, franchement, elle nous a dit, mais moi, sachez une chose, les enfants, si je meurs, ça sera qu'à cause de ça. Ça sera qu'à cause de ça et pas à cause d'autre chose. C'est parce que c'est eux qui me tuent à petit feu. Et c'est dit, ils l'ont dit, mais toi, une fois que t'es morte, sache qu'on va attaquer ta nièce. On va attaquer ta nièce, donc ma grande sœur. Ok. Donc en fait, c'est vraiment un règlement de compte pour toute la famille, quoi. Tout le monde. Ok, Toute la ok. famille. Ouais, c'est un règlement de compte sur toute la famille. Malheureusement, c'est invivable, invivable parce que ma tante, elle nous envoie toujours des messages. Elle dit aujourd'hui c'est passé ça, aujourd'hui c'est passé ci, aujourd'hui c'est passé ça. Ils m'ont étranglé, ils m'ont frappé dans mon sommeil, ils m'ont frappé dans mon rêve. Quand je me suis réveillée, j'ai vu des bleus. Enfin, ma Ouais, tante, tous franchement, les elle vit jours, des elle vit. choses. Ok, ok. Et elle arrive à écouter le Ouais. Coran? Alors, c'est surprenant, mais elle arrive à prier. Bon, elle se force à prier, hein, bien sûr, c'est quand même très compliqué. Elle se force à prier. Après, écouter le Coran, je ne sais pas si elle arrive à le faire. Mais en tout cas, je sais qu'elle prie, elle se force à prier, mais elle dit c'est très très compliqué. J'ai l'impression d'avoir des chaînes au bout des chevilles et des chaînes au bout des mains. C'est tellement compliqué de se prosterner, de réciter le nom d'Allah, enfin de réciter les sourates, de prononcer le nom de Dieu. C'est hyper compliqué, j'ai l'impression que ma langue elle est lourde, mais je me force. Mesquina ta tante, Allah yashfiha, j'espère vraiment qu'elle pourra trouver Ouais, quelqu'un Amin. qui puisse la guérir parce que c'est une dinguerie. Ah oui, oui, hein. Oui, oui. Imagine quand même vivre ça pendant 30 ans. Tous les jours, tu te lèves, tu vois des gens chez toi alors que tu sais qu'il n'y a personne. Moi, ma tante, elle ne voyait personne. Elle savait qu'il n'y avait personne chez elle parce que tous ses enfants étaient à l'école et son mari était au travail.
Elle se retournait, elle voyait son fils, mais elle savait que c'était pas son fils. Donc elle se retourne, elle se recette, elle fait, oh, tu m'as fait peur, un tel. Il va rigoler, son fils, il va rigoler, il va faire, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas ton fils, c'est pas ton fils, avec une voix très très grave. Ça s'arrête pas. Et même physiquement, femme, elle est épuisée. Elle est épuisée, elle arrive plus à bien marcher, elle a eu plein de problèmes de santé. Plein de problèmes de santé. On ne comprend pas ce qu'elle a. Malheureusement, ça ne passe pas aux IRM. En fait, quand tu vois l'IRM, quand tu vois les radios, on dirait qu'il n'y a rien, on dirait qu'elle a la meilleure des santé. Et ça, c'est très connu. Ça, c'est très très connu. C'est l'un des symptômes, enfin l'un des symptômes de sorcellerie. Elle arrive à rentrer dans des mosquées, ta tante? Non, 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 elle n'arrive pas à rentrer dans des mosquées, c'est impossible. Elle met un pied là-bas, elle hurle, elle ressort direct. J'ai un cousin à moi qui est parti faire la Umrah. Donc, pour celles qui ne savent pas c'est quoi, c'est un pèlerinage à la Mecque. Et ma tante, la pauvre, elle a supplié mon cousin. Elle lui a dit, s'il te plaît, mon fils, s'il te plaît, fais des doigts pour moi. Fais des doigts pour moi pour que je guérisse de ça, en fait. Elle a dit, parce que moi, je ne pourrais jamais mettre un pied à la Mecque. Si je mets un pied à la Mecque, mais tu me vois sauter de partout, à hurler, à m'arracher les cheveux. Ils vont réagir à ma place. Oh là là, j'ai trop de la peine pour elle, Miskina. Elle est emprisonnée en fait. Elle est Ouais, emprisonnée. Il n'y a pas ouais, moyen de non, ouais. trouver la sorcellerie, de la détruire. Il n'y a pas moyen. Ben, ben malheureusement, Cam, en fait, c'est que vu qu'il y a beaucoup de sorcellerie, il y a plusieurs sorcelleries qui ont été faites à son encontre, euh, c'est pas possible parce que, regarde, par exemple, une sorcellerie qui a été jetée à la mer. Comment tu veux retrouver une Oui, tu sorcellerie qui a peux été pas. jetée à la mer, Cam? Oh là là C'est là là. impossible. Mais c'est terrible. Mais ce mec-là, il est sérieux pour un mouton, pour un taf. En plus, c'était même pas elle. Mais c'est ça, c'était même pas ma mère finalement. Donc, enfin, franchement, c'est horrible, c'est horrible. Et dis-toi que le mec, à Miskina. l'heure d'aujourd'hui, il est mort, hein. Le voisin, lui, il est mort. Par contre, ses filles et sa femme, elles sont pas encore mortes. Et est-ce que Mais si lui, elle il est mort. meurt, Mais lui, il va bien être châtié. et est-ce que si elle meurt, le sort se brise ou pas? Alors ça, tu poses une bonne question. J'en ai aucune idée. Parce que apparemment, d'après ma grande sœur, après, je sais pas si c'est vrai, peut-être qu'on lui a raconté des bêtises. Apparemment, d'après ma grande sœur, ses filles aussi suivent le même chemin que leur mère. Moi, vous Donc je savez, pense qu'en fait, c'est de mère en fille, en fait. franchement, ce qui me tue dans cette histoire, c'est déjà le fait que ta tante vive ça, mais c'est surtout que, genre, du jour au lendemain, t'as rien demandé à personne, ta vie bascule pour un truc mais nul. Juste t'es tombé au mauvais endroit, au mauvais moment avec les mauvaises personnes. Ta vie est finie. Mais tu sais, c'est quoi? Le seul point positif, là, ça va te dire, mais c'est bizarre, pourquoi est-ce qu'elle me parle de points positifs alors que la pauvre tante, elle est en train de subir toutes les galères de sa vie? Le bon Dieu, en fait, Allah, il a clairement fait en sorte de faire subir cette épreuve à ma tante. Et tout ce qu'elle subit, c'est que des expiations de péché, tu vois, qu'elle a pu faire dans sa vie. Donc peut-être qu'à la fin, Inch'Allah, elle se retrouvera au paradis, parce qu'avec tout le mal qu'elle a en elle, avec tout ce qu'elle subit, peut-être que c'est vraiment des milliers d'expiations de péché. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, oui, bien sûr, je vois totalement ce que tu veux dire. Mais quand même, tu vois, Donc c'est pour ça que je c'est... me dis peut-être que c'est un côté positif, tu vois, d'un côté. Mais bon, c'est vrai que sur le coup, sur le moment, tu le vis, c'est pas du tout agréable à vivre, quoi. Et est-ce que, genre, elle fait des dingueries, genre, le soir, tu l'as déjà vue parler toute seule à 3 heures du matin dans la maison, ou est-ce qu'elle agit vraiment normalement? Alors face à nous, elle agit normalement parce que à force, au fur et à mesure des années, elle sait se contrôler, tu vois. Elle sait se Hmm. contrôler, mais je sais qu'il y a des tantes à moi par alliance, donc les femmes de mes oncles maternels, elles m'ont déjà raconté qu'un jour ma tante, elle était chez elle, c'était quand elle était adolescente. Elle était adolescente et tu sais, mes tantes par alliance, elles étaient beaucoup plus grandes qu'elle, donc elles s'étaient déjà mariées en fait. Et donc du coup, elles étaient tous, c'est ma grand-mère, y compris ma tante, et à ce moment-là, ma tante, elle parlait, elle faisait des trucs comme ça en fait, Elle faisait des quoi? voix d'hommes des fois. Elle faisait des voix comme ça, des voix surprenantes. Moi, elle me racontait, enfin, mes tantes par alliance, elle me disait, mais elle avait la voix d'un homme, d'un vieux de 90 ans. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Et clairement, il y avait même quoi, un jour, mon autre tante, tu te rappelles, au début, je t'avais parlé de ma tante R. Ouais. T'avais dit qu'il y avait deux tantes qui avaient été touchées. Eh bien, ma Mhm. tante R, elle, j'ai pas vraiment parlé d'elle parce que la pire qu'il y a eu, le pire truc, c'était ma tante M. Donc, c'est pour ça que j'ai pas vraiment parlé de ma tante R. Ma tante R, elle, par exemple, un jour, il s'est passé quoi? Avec elle. Elles sont très proches toutes les deux. Elle dormait avec elle et ma soeur, en fait, elle s'est retournée vers ma tante. Et lorsqu'elle s'est retournée vers ma tante, tu sais comment est-ce qu'elle a vu ma tante? Elle a vu ma tante, elle avait un sourire calme. Un sourire avec toutes ses dents. Tu vois le chat dans Alice au Pays des Merveilles que tu avais raconté? Elle avait un sourire comme celui-là. Et elle regardait ma sœur avec ce sourire. Donc ma sœur, elle s'est levée en fait, mais avec une peur calme. Elle ne voulait plus dormir. Elle a appelé ma mère, il était 3 heures du matin. Maman, tu viens me chercher, je ne veux plus dormir ici. Non Malheureusement, mais... malheureusement, ma mère, elle n'avait pas reçu l'appel. Donc ma soeur, en fait, elle voulait appeler ma mère pour lui dire, tu viens me chercher. Mais ma mère, elle n'avait pas entendu l'appel parce qu'elle dormait, il était 3 heures du matin. Donc ma soeur, malheureusement, elle a été contrainte de La dormir. Donc elle s'est forcée à shitana. dormir. Elle s'est réveillée le matin, calme ma sœur. Elle s'est réveillée. Qu'est-ce qu'elle a vu?
plein de griffures sur son visage, sur ses bras et tout. Elle est partie de chez ma tante, mais ni une ni deux. Elle a pris ses bagages, elle est partie de chez ma tante, elle est rentrée chez ma mère et elle pleurait. Elle a dit, maman, je ne veux plus jamais dormir avec elle. Vraiment, je ne sais pas comment elle a fait pour réussir à se rendormir. Moi, j'aurais jamais pu me rendormir, Non, mais jamais de la vie. ton histoire, elle est terrifiante. Ah oui, moi, ça m'a traumatisé. C'est pas moi qui l'ai vécu, mais ça me traumatise encore aujourd'hui, je te le dis quand même. Hein. Mais non, mais na chétane, franchement, je suis désolée, j'ai vraiment beaucoup de peine pour ta tante et tout. Je lui souhaite la guérison totale, hein. Mais je pourrais Merci beaucoup, c'est gentil. jamais, mais jamais la voir. Parce qu'elle est terrifiante. En fait, c'est pas elle qui est terrifiante, c'est les genoux qui sont en elle, tu vois. Ben, c'est ça. Alors que pourtant, quand tu la vois, elle a l'air normale, hein. Il n'y a rien. Tu remarques rien qui fait qu'elle peut avoir un truc. La seule chose enfin, qu'elle fait, que nous, sa famille, on comprend qu'elle est en train de se faire embêter par ce fameux djinn, c'est quand elle plisse les yeux et qu'avec sa tête, elle fait un signe de non, tu vois, en mode de non, je vous écoute pas, je vous écoute pas, je vous écoute pas. Nous, quand elle fait ça, en fait, on comprend qu'elle se fait embêter par ses djinns. Mais les gens à l'extérieur, s'ils la voient plisser un peu les yeux et dire non avec la tête, ils comprennent pas que c'est parce qu'elle a des djinns ou quoi, tu vois. Donc c'est pour ça que je te dis vraiment, quand tu la vois de l'extérieur, on dirait qu'elle a rien dit. Oh, Nashita. Bon, les pépites, vous avez pensé quoi? Franchement, c'était... je vais mal dormir. Voilà, je vous le dis. Sachez que j'en ai lu, ça fait 4 ans je lis des threads d'horreur, d'accord? Là, je vais mal dormir, je vais voir la tante avec son sourire dans le coin de ma chambre, c'est sûr à 100%. Et Mais non, quand même pas. tu pourras nous dire si genre elle t'a appelé, genre demain, ou elle t'a fait un petit truc en mode ah, t'as raconté mon histoire, machin, si elle te fait un, tu vois, un petit sous-entendu comme quoi elle est au courant que... Nah, shit, hein, Alors, billahi minash shaitanir je rajim. pense, je suis même sûre qu'elle doit être au courant que là, ça parle d'elle, donc je suis même sûre, hein, quasiment sûre. Je sais pas si elle m'appellera. Je pense qu'elle voudra pas me faire peur. Parce que ma tante, plusieurs fois, elle a fait des cauchemars de moi, de mes tantes, etc. Et elle a jamais voulu nous dire. Elle nous a juste plusieurs fois dit, ouais, j'ai fait un cauchemar de toi, mais je te raconterai pas. Mais je pense que, je suis sûre qu'elle est au courant, qu'elle le sait. Mais je sais pas du tout si elle m'appellera. Après, si elle m'appelle ou qu'elle me dit, ouais, je sais que t'as fait ci, que t'as fait ça, je te raconterai, je te dirai, je te contacterai sur Twitch ou sur Insta, enfin sur Discord ou sur Insta, mais Ouais, sur je sais Discord, pas. tu me diras comme ça, je dirai aux pépites si, si on, bah, la tante elle est venue te dire et. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ouais, ouais, non, là, franchement, je suis choquée. La vérité, merci pour ton histoire. Elle était, mais. Il y a des pépites qui se sont plaints sur la longueur, mais Ouais, je peux comprendre, c'est vrai que c'était assez long, mais c'est parce que vu qu'en fait, ça a duré sur 30 ans, Bah c'était ouais. pas possible que l'histoire, Mais bien elle dure. sûr, merci beaucoup. Moi, Merci à toi, Cam, de m'avoir invité, d'avoir accepté que je vienne dans ton live et merci c'était à toutes les personnes qui ont ouf. écouté cette histoire. C'était ouf. On n'oublie pas ta tante dans nos doras. On espère vraiment qu'un jour elle puisse être libérée de ça. Et que Dieu te protège, que Dieu protège tes proches des Merci djinns. beaucoup, A'udhu Cam, billahi toi aussi. minhum. Je te fais Merci beaucoup, d'énormes toi aussi, bisous, ma Cam. pépite. Bah, gros bisous à toi et bonne soirée à tout le monde. Passez une Merci. merveilleuse nuit, les filles, hein. Les filles et les garçons. Je te jure, merci beaucoup pour ton temps et merci pour cette histoire incroyable. Merci à toi, Cam. Tu peux nous raconter une blague pour détendre l'atmosphère? Je te jure, je suis pétrifiée à l'intérieur de moi. La vérité, je suis pétrifiée. Voilà mes pépites, j'espère que l'histoire vous a plu. Elle était oufissime, je suis traumatisée. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de vous abonner, comme d'habitude on se rejoint tous les vendredis à 20h30 pour les live Twitch. Restez connectés. Vendredi 17 octobre, 20h30, soyez en live Twitch parce qu'il y a Selim. Je ne sais pas si vous vous souvenez de son histoire, mais elle est incroyable. C'est là où, tu sais, t'as les meubles qui volent dans tous les sens. Voilà, l'exorcisme, poltergeist. Voilà, c'est Selim, voilà. Il sera avec nous le 17, donc il va nous raconter. Et Selim voudra parler en visio. Voilà. Donc vous allez le voir, vous allez pouvoir le rencontrer, vous allez pouvoir lui poser des questions. Voilà, voilà, en tout cas, ne ratez pas. 17 vendredi 17 octobre 20h30 soyez sur Twitch, sinon bien évidemment il y aura la rediff YouTube et voilà quoi, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et l'abonnement, abonnez-vous à ma nouvelle chaîne YouTube Cam Makeup Rediff. Je vous embrasse, gros bisous, ciao ciao.